Et bonsoir à tous, merci d'être là pour ce retour, le retour de l'équipe e-sport, 4 ans après à peu près. Il y a eu une virgule l'année dernière, on a fait une édition, mais là cette fois, comme on l'a dit il y a quelques semaines déjà, on est de retour enfin avec autour de la table 4 invités que vous connaissez bien si vous avez suivi les émissions il y a 4 ans et celles de l'année dernière. Je vais commencer à ma droite avec Nicolas Morer. Nico, salut. Salut, ça va? Ouais, ça va. Et toi? Content d'être de retour pour ce genre d'émission? Avec la Dream Team. Ouais, un peu. Il y a un peu un côté Dream Team de toute façon. On en reparlera. Arthur, toi, t'es nouveau par rapport à il y a 4 ans. Je suis le petit nouveau de la bande. Ouais. Mais ça va. T'es content d'être là, bien entouré? Oui, j'ai vraiment l'impression de rentrer dans une caste exceptionnelle. Une secte. Une secte plutôt, oui. Je regardais il y a 4 ans. Oui, bah, c'est vrai. Ouais, bien sûr. Ouais. C'était toi, Drijo, l'année dernière, qui n'avait pas utilisé le mot caste, mais qui avait utilisé le mot cartel. Cartel. Tout à fait. Je l'ai noté, je me suis mis. Mais là, je suis entouré que de gens du cartel, d'ailleurs. C'est vrai qu'il a pris un calepin quand même, c'est inquiétant. C'est vrai. C'est le seul avec. J'ai toujours un calepin. Il a beaucoup de dossiers sur chaque année. Il va sortir. Je prends toujours des notes. C'est important. On continue. Xavier, toi aussi, de retour pour cette émission. Comment ça va? Bah écoute, ça va. Je vois que tout le monde a moins de cheveux, sauf toi. Oui, ça va. Arthur, il est bien au niveau cheveux aussi. Non, mais il est par rapport à il y a 4 ans. Oui, c'est vrai. Il y a 4 ans, il y a des Autant qu'il y a screenshots, 4 ans. Ouais. Ok, peut-être là, bien la chance. Et le dernier, il a pris la parole déjà, Drijo. Comment ça va? Très bien, je suis ravi d'être là. Avec cette équipe, avec des gens en plus avec qui on a discuté de choses et d'autres ces derniers mois, donc c'est bien. Puis Monsieur le Président, je suis ravi d'être à la même table que Monsieur le Président. J'espérais entendre ça, c'est le minimum. Je te l'avais promis. Donc, on va y venir. Première chose, déjà, avant de commencer, il faut remercier le CIC, qui est partenaire de cette émission, et concrètement, grâce à qui on peut faire ce retour pour... je l'ai déjà dit, mais 4 émissions au fil de ces prochains mois. Donc voilà, le CIC, partenaire de cette émission. On va parler de l'UFCEP, si je ne me trompe pas, qui est l'Union française des clubs d'e-sport professionnels. On va commencer par ça, mais avant ça, j'aimerais bien situer un peu quand même le thème de quoi on va parler aujourd'hui, après avoir évoqué l'Union française des clubs d'e-sport professionnels, parce que c'est l'actualité du jour. En fait, pour le retour, on avait envie de répondre à ce qui était un mème il y a 4 ans. On nous reprochait de parler tout le temps des ligues fermées. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire pour notre tour? Parler des ligues fermées, puisque évidemment, on veut montrer qu'on écoute les communautés, on peut le dire, de l'e-sport. Mais on va parler de ça, et de toute façon, on va parler de ça et des modèles économiques de l'e-sport, parce que c'est quand même un peu le but de ces émissions-là, de parler du business et de l'économie de l'e-sport. On va parler de choses, on pourrait prendre 1 heure pour parler de chaque sujet, voire 1 heure et demie pour parler de chaque sujet, mais le but, c'est de balayer un petit peu tous ces sujets-là pour ensuite, pour les prochaines émissions, zoomer un petit peu. Voilà. On peut y aller. Tout d'abord, cette union française des clubs d'e-sport professionnels. Alors, je pense que je dois donner la parole à Monsieur le Président. Évidemment. Concrètement, à quoi ça répond? Parce qu'on a l'impression que c'est quand même quelque chose... Enfin, vous parliez quand même avant. C'est pas quelque chose de neuf. Vous n'êtes pas dit d'un coup, faut qu'on s'associe pour avoir une force commune. Oui, on se parle depuis longtemps, fréquemment. Et régulièrement. Je trouve, on est une industrie, un écosystème qui a assez bien compris l'intérêt de travailler ensemble, d'être, pour faire un peu le poncif adversaire sur la faille ou sur le serveur, mais construire ensemble et bosser dans l'intérêt de faire évoluer, grandir notre écosystème, parce qu'il est loin d'être mature. Ça avance, on a beaucoup avancé en 4 ans, mais il y a encore du chemin à faire. Donc ça existait déjà, notamment dans la relation aux éditeurs, dans la relation aux organisateurs de tournois. Mais là, on le formalise, ça devient public, tout le monde visible, clair. Et disons qu'on va continuer ce travail qu'on fait avec les organisateurs de tournois et les éditeurs, mais il y a aussi un versant plus institutionnel, de pouvoir prendre la parole, d'avoir un interlocuteur clair, défini. Ça manquait beaucoup dans l'e-sport en général et pour les clubs. Donc maintenant, il y a un seul organisme, c'est une association d'ailleurs, tu disais, c'est une asso. Et voilà, le but c'est d'être l'interlocuteur et de pousser beaucoup de sujets. Donc il y a la défense des intérêts des clubs, ça c'est le premier élément. Mais il y a aussi la construction, le développement de l'e-sport, parce qu'on pense qu'on peut faire beaucoup plus. Et il y a énormément de sujets dont on va devoir s'emparer collectivement, dont on parlera dans les prochains mois. Donc voilà, il y a ces 2 volets-là. Et le fait d'être visible, institutionnalisé, ça va beaucoup changer. Ça va nous permettre d'avancer beaucoup plus vite. Vous avez vraiment l'impression que ça va changer les choses
chose face aux éditeurs, notamment face aux organisateurs de ligue. C'est vraiment une force commune. Alors, je sais pas, Nico ou d'autres. Juste pour finir sur le point éditeur, ça va pas foncièrement changer les choses puisqu'on le fait déjà. C'est ce que je te disais. Là, ça sera officiel, mais finalement, ils savent très bien qu'on travaille ensemble, qu'on négocie souvent collectivement. Ça va plus a priori changer les choses et notre perception sur le versant institutionnel et développement de l'e-sport et de l'écosystème français. Voilà. Ouais. Non, mais pour ceux qui se posent la question de dire, bon, en fait, à quoi ça sert ce truc Non, mais c'est clairement vrai, on peut se poser la question. Le Nico l'a dit, voilà, ça ne fait qu'officialiser ou formaliser ce qui existe déjà. Mais concrètement, pour donner des exemples pour ceux qui nous regardent, c'est très simple. C'est quand on discute avec des éditeurs dans les négociations, on va prendre le cas franco-français de la LFL, par exemple. Et ben, quand on discute avec Webedia et Riot sur les formats, les règles, évidemment, c'est une émission business, donc on peut en parler, sur les revenus, le partage des revenus, c'est toujours plus simple et plus fort quand on part d'une seule voix, on se met d'accord entre nous, on parle d'une seule voix, il y a un interlocuteur. Et en fait, c'est une question de rapport de force. L'interlocuteur en face, c'est qu'il parle avec les 10 clubs de la LFL dans ce cas présent. Oui, et puis je pense que c'est aussi un message qui est assez fort pour les gens qui nous regardent, que ce soit des sponsors, des institutionnels, etc., on est tous ensemble unis et on se professionnalise. Un peu comme le sport, le foot, c'est une évidence qu'il y a des unions entre clubs de foot, clubs de rugby, donc c'était un peu presque absurde qu'on n'ait jamais formalisé ça, donc on a fait ce travail nécessaire. Et puis même, il y a un truc, c'est que évidemment, là, tout le monde est copain, on crée un truc ensemble, etc., mais souvent, entre les compétitions, les trucs de fans, les histoires de joueurs, on nous pique des joueurs, on nous pique même... Maintenant, Nico m'a piqué un co-caster. Il faut quand même imaginer qu'il l'a mis support. C'est pas cool, hein. C'est quand même dingue. Et c'est quand même bien qu'on ait des moments où, justement, qui nous forcent aussi à nous réunir et à parler d'une même voix. Et ça permet aussi d'éviter que des institutions ou autres puissent jouer un peu entre les lignes des désaccords. Parce qu'évidemment, on a plein de désaccords ensemble et on se fait la compétition sur plein de trucs. Au moins, là, il y a un truc quand on parle en tant que club, sur les sujets institutionnels, on est tous ensemble et je pense que c'est précieux. Puis il y a un intérêt aussi des institutionnels, des politiques. On a vu ces dernières années, depuis la rencontre à l'Elysée jusqu'à certains projets de loi qui sont passés à l'Assemblée. Et en fait, le truc, c'est qu'en France, pour l'instant, l'e-sport, au sens large, était représenté donc, par France e-sport, on peut utiliser le gros mot, qui était en fait un agglomérat de gens qui ont des intérêts contraires et où finalement, il n'y avait aucun club e-sport à l'intérieur. Ce qui paraît un truc de ouf, quand même. Aucun ou très très peu. Je crois que vous étiez peut-être... Non, mais ils sont passés, mais ils sont quasiment tous sortis pour les raisons que tu évoques. Finalement, et en fait, aucun des sujets qui pouvaient intéresser les clubs n'était porté par France e-sport. C'est-à-dire qu'aucun. Et les quelques-uns qui ont été portés sur... il me semble qu'il y avait eu une ébauche de contrats de joueurs et tout. C'était complètement hors sol. Bon. Donc, il y a eu des trucs aussi un peu récemment, sans vouloir trop les défendre, sur le passeport talent, sur la TVA aussi. Je pense qu'ils ont plus ou moins poussé aussi de leur côté. Alors je sais que c'est un effort commun. Ils participaient dans tout et ils ont eu un rôle qui était important. Après, ils sont très très bons, il faut leur reconnaître, qu'ils sont excellents sur tout ce qui est amateur, tout ce qui est sur le terrain, sur le local. Parce que c'est leur sujet, c'est ça que je voulais dire. Et qu'en fait, nos sujets à nous, le club pro, en fait, étaient pas portés, tu vois. Donc c'était important que l'asso soit identifié et que ces sujets-là soient portés. Non, et puis il faut rappeler une évidence, c'est que les clubs e-sport français sont une force économique. C'est nous qui employons énormément de gens. On a tous beaucoup cru ces dernières années. On emploie des gens, on est une force économique. Donc c'est logique et normal en fait qu'on ait nos mots à dire et qu'on soit sollicité quand il y a des rencontres institutionnelles, soit avec le gouvernement, les collectivités territoriales, et qu'on porte aussi nos problématiques et notre point de vue. Voilà. Et pour compléter ce que dit Xavier, qui est très juste, c'est qu'en plus, on représente les fans. C'est-à-dire que les joueurs sont représentés principalement par les éditeurs, c'est vrai, tous les joueurs, mais les fans vraiment passionnés qui interagissent, les communautés, elles sont représentées plutôt par les clubs. Et que c'est un des points communs qu'on a tous les trois, même si ça a été le cas de Nico à un moment, on représente aussi des gens qui ont fondé les clubs. Kotaga, Squeezie, Sakor, Kameto, Prime, etc. Et donc en fait, c'est aussi dangereux potentiellement de laisser à autrui qui n'a pas forcément nos intérêts, la capacité de communiquer en notre nom. Et donc ça faisait qu'on avait une situation qui était un peu paradoxale. Et donc là, avec ça, on a réglé ce paradoxe et on peut continuer de travailler avec eux sur les sujets qui le nécessitent et défendre nos intérêts et bien protéger tout ça dès qu'on en a besoin de l'autre. Voilà. Et puis de manière non consensuelle, on a signé la fin de la récréation en disant les gars, maintenant c'est fini, vous venez négocier avec nous. Ouais. Voilà. Bravo. Quel homme.
Enfin. Et non, mais par contre, du coup, dernière chose pour conclure là-dessus, on a beaucoup parlé des institutions, un tout petit peu des éditeurs. Il n'y a pas une volonté commune d'offrir une espèce de contre-pouvoir aux éditeurs. C'est pas non plus un syndicat. Le problème d'un contre-pouvoir avec des éditeurs qui sont tous internationaux, c'est qu'il faudrait une union des clubs européens, minimum. Dans certains cas, minimum, et une union des clubs internationaux dans d'autres. C'est très complexe. Mais déjà, la France, potentiellement, le fait que ça existe en France permettra d'avoir les discussions avec l'Europe et ainsi de suite. Mais si on veut peser avec les éditeurs, il faut absolument une union plus globale que la France. Ouais. Oui, après, ce qui se passe dans la réalité, que ce soit avec les éditeurs ou les organisateurs de tournois, il y a déjà ces contre-pouvoirs, ou tout simplement, c'est même pas forcément le bon terme, mais c'est la capacité des clubs à s'unir pour s'assurer qu'il y a un partage de la valeur qui est correct. On ne va pas dire qu'il est forcément fabuleux pour les clubs, sinon on saurait que on va dire l'économie de l'e-sport et des clubs serait florissante, mais à minima de défendre nos intérêts collectifs. Mais là, on le fait plutôt aujourd'hui en tant que représentant de la LEC ou en tant que top équipe Counter-Strike en allant parler aux organisateurs de tournois. Donc voilà, c'est aussi la complexité de l'e-sport que d'avoir toutes ces scènes différentes, ces enjeux différents. Donc ça va continuer aussi à exister de manière internationale dans les ligues, etc. Voilà, donc il y a les deux versants qui vont s'entrecroiser. Bon, vous êtes très d'accord pour l'instant, ce qui est normal, puisqu'on parle d'une union. Donc c'est ennuyeux. Donc il faut. Donc c'est ennuyeux. Donc on va discuter un peu tout ça. Non, un peu. C'est presque sur un ton humoristique, mais justement pour basculer vers la suite. Pourquoi c'est toi, Nicolas, qui préside alors du coup? Pourquoi c'est Vitality Alors, on raconte la vraie histoire déjà. Non, mais je pense qu'on est là depuis longtemps, on est légitime. Après, l'enjeu, c'est assez peu de personnifier qui parle. D'ailleurs, dès le début de l'assaut, on s'est donné quelques lignes claires qui sont d'abord que ça sera des rôles qui vont tourner. Donc le but, c'est pas d'avoir toujours les mêmes personnes dans un bureau, etc. Il faut que ça tourne, c'est l'enjeu. Ouais. Ça, c'est le premier élément. Un deuxième point, c'est que ce ne soit pas le président qui prenne la parole. On a fait tous beaucoup d'interviews ces derniers temps. Le but, c'est qu'on voit que tout le monde participe. C'est un effort collectif. Et puis le dernier élément clé sur l'assaut, c'est aussi qu'on ne veut pas faire un club fermé. Tiens, ça fera une petite transition avec les ligues. Le but, c'est pas de choisir qui rentre par cooptation, c'est de dire plutôt on a des statuts d'éligibilité clairs, transparent, et qu'un club qui veut rejoindre l'assaut, s'il répond à ces critères, il sera automatiquement dans l'assaut. On ne va pas juste regarder sa candidature et dire lui, il me plaît pas. Donc non, au contraire, le but, c'est de représenter les clubs pro. Donc ça a vocation à grandir. Ouais. Donc voilà, finalement, l'enjeu de la présidence, à mon sens, il est assez accessoire. Après, on est très fiers et on pense qu'évidemment, on porte ces sujets depuis longtemps chez Vita, donc on est très légitime, on est très content de ouais, puis on avait discuté, c'est marrant parce que dans les discussions préliminaires, je me souviens, on discutait beaucoup avec Nico et les autres présidents, dont Arthur, et on regardait ce qui se passait en fait au sein de la LFP et de la Fédé de foot. Et on se disait, bah voilà le contre-exemple parfait de ce qu'on ne veut absolument pas faire, et inspirons-nous à contrario de ce qui se passe pour construire quelque chose d'un peu plus ouvert et plus transparent, et où en fait on avance ensemble, quoi. Et on a créé 3 catégories de clubs. Avec, si on rentre dans les détails, membres observateurs, donc c'est des clubs plus petits mais qui sont en croissance. Les clubs à impact national, donc qui jouent principalement dans des ligues françaises, etc. Et puis des clubs à impact internationaux, donc qui jouent dans des ligues européennes à minima. Et en fait, chacune de ces catégories a ses représentants, dans un modèle qui est en fait beaucoup plus ouvert que ce qu'on peut imaginer. Donc, je peux pas dire qu'il y a un président par catégorie de club, mais en réalité, il y a un représentant, avec des systèmes qui forcent à une espèce de consensus. Alors, le problème du consensus, c'est que c'est souvent un consensus mou, mais là, dans notre cas, on a quand même des intérêts qui sont hyper alignés. Et donc, le but, c'est vraiment de maximiser la représentation et que tout le monde puisse avoir voix au chapitre, mais que ce soit pas non plus un bordel organisé, pour qu'on puisse quand même avancer et puis parler d'une même voix. Parce que si on va avoir une institution et puis que quand elle parle à l'un ou à l'autre, le discours change, bah déjà, on passe pour des cons. Donc, l'union passe pour des cons. Et donc, ça ne sert à rien. Donc, c'est quand même assez important d'avoir au moins des figures qui représentent. Bon, très bien. Je pense que tout a été un peu prédit pour l'instant, parce que de toute façon, de toute façon, il va falloir que ça vive, on ait notre feuille de route, on aura tout le temps d'en reparler. Il y a beaucoup de chantiers, beaucoup de choses à faire. Non, peut-être à suivre. Vous avez déjà des sujets vraiment hyper urgents sur lesquels, en 2-3 mots, sur lesquels vous vous êtes dit, ok, là, faut qu'on agisse très vite. Urgent, je crois pas. Non. Mais important, oui. Après, et puis chacun a ses marottes. Donc, ça permet d'avoir une ligne assez on va dire garni de sujets, mais je pense que le but, c'est que de faire le tour de toutes les institutions le plus vite possible, de tous les tournament organisers, de nous crédibiliser, et puis derrière, les sujets pop très facilement. Non, puis je crois qu'on a déjà été contacté, je crois, pour justement qu'on
on soit rencontrés. Je suis au courant. Déjà. Super, il y a des vite. Ça fait du bruit. Ça va vite. Ouais, ça a bien repris. On a 12 clubs qui communiquent en même temps. Oui, dans cet univers où voilà, tout le monde s'engueule, là, ça fait du bien. Mais je pense que les gens ont été surpris de l'affiche. La communication a été alignée aussi. On a vu les messages. T'as vu ça? C'est à croire qu'on. En 2025, on a un petit peu professionnel. C'est pas mal. Finalement, c'est peut-être un cartel, en effet, comme tu le disais, très bien organisé. Cartel français, parce que un cartel français. Le logo, c'est pas un cartel, il a dit que c'était ouvert. C'est ouvert. C'est vrai, c'est un syndicat. C'est ouvert. Non, mais d'ailleurs, doit recruter des nouveaux. D'ailleurs, on peut profiter. Système pyramidal. Mais d'ailleurs, on peut profiter de cette tribune pour dire aux clubs qui sont intéressés. Oui, parce que j'ai vu pas mal de réactions sur Twitter. Pourquoi il n'y a pas machin? Pourquoi pas machin? C'est ouvert. C'est ouvert. Ça va grandir vite. Très bien. Bon, transition toute trouvée. Je pense qu'à nouveau, on a tout dit. On a dit qu'on allait parler des ligues fermées aujourd'hui. Pourquoi ? Parce qu'il y a 4 ans, on en a énormément parlé. On les a analysés, on a opposé des avis sur le sujet. Est-ce que c'est le bon modèle pour le développement de l'e-sport ? Et on a ressorti une phrase à l'époque. Alors, c'est même avant 2021, la date de la dernière émission. C'était en 2020. Je crois que c'était l'émission un peu légendaire avec, on va le citer, alors vous trois autour de la table, Arthur l'a regardé peut-être, mais c'était Olivier Jaubert, qui était à l'époque président de Paris Eternal. On en a parlé un petit peu tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on avait rigolé. C'était une très belle émission. Qu'est-ce qu'on avait 5 jours avant le confinement, je crois. Quelque chose comme ça. Ah oui, c'était juste avant. Mais je suis rentré, je me suis confiné. Avec d'ailleurs les gens de Paris Eternal qui avaient leur homestand prévu à Paris, en mai, qui a été shut down littéralement 5 jours après cette émission. Et donc beaucoup de choses qui ont été dites ce jour-là étaient caduques. Non, mais Nicolas, je me tourne vers toi parce qu'il y a quelque chose que tu as dit qu'on a réutilisé ensuite dans les émissions suivantes, bien sûr, notamment de la part de fameux sens de l'histoire, et qui avait dit que les ligues fermées, c'est le format qui est en train de gagner. Je cite, c'est le sens de l'histoire, qui est une phrase lourde de sens. Est-ce que je me tourne vers toi. Est-ce que c'est toujours le sens de l'histoire aujourd'hui ? Donc, je vais répondre, mais commencer par un préambule, sans langue de bois politicienne. Je pense, et après je réponds à ta question, que le sujet pour moi aujourd'hui, on va parler de ligue fermée parce que ça fait du clic, de l'audience, et c'est très bien que ça ramène du monde. Mais c'est assez peu le sujet qui a impacté et structuré et fait bouger l'e-sport ces dernières années. Donc à mon sens, ça va nous permettre d'ouvrir sur ces sujets-là, les clubs d'influenceurs, le co-stream, etc. C'est prévu, et on en avait parlé déjà il y a quelques années. Maintenant, si on regarde l'état des lieux un peu objectif sur ta question, est-ce que c'est toujours le sens de l'histoire ? La ligue majeure, donc les ligues Riot sont toujours sur le même format, et c'est des ligues qui ont été motrices de manière évidente dans la structuration de l'e-sport. Valorant est rentré sur quasiment le même format. Alors, heureusement, quasiment. Mais quasiment. Alors, pour le coup... De ligue fermée, je parle pas de franchise payante. Oui, j'entends, mais on peut aussi noter que Riot a tiré les leçons du modèle de LEC et a modifié... Sur le FI, mais pas sur le côté fermé. Ils sont montés quand même. Totalement fermé. Non, mais pour le coup, c'est pas totalement fermé. Ils ont rajouté un soupçon d'ouverture qui a permis à certains de se glisser. Non, mais c'est important. Les deux sont important. C'est pas un non-sujet, c'est pas neutre, je suis d'accord. Mais le modèle Valo, c'est un modèle de partenariat où les clubs ont été sélectionnés sur dossier et c'est un club fermé. Avec des exceptions, un peu d'ouverture, un soupçon. Donc, je suis d'accord, c'est pas complètement pareil. Mais donc, les ligues majeures de Riot, qui sont les ligues structurantes, sont plutôt sur ce modèle. Après, ce qui a changé complètement, il y a 2 gros changements. Overwatch League qui s'est complètement ramassé. À mon sens, on en parlait tout à l'heure, c'est plus un sujet d'Overwatch que du format de la Ligue, mais on va en discuter. Pour moi, c'est un mauvais e-sport qui n'avait pas vocation à marcher, mais bon, ça peut être un débat. Et ce qui a changé aussi, c'est Valve qui a interdit les modèles qui n'étaient pas fermés, qui étaient des modèles semi-fermés. Blast et ESL, pour rappel, c'est des modèles où il y avait un nombre de clubs partenaires. De cartels, là pour le coup. Qui étaient éligibles à une redistribution des revenus, mais d'autres clubs pouvaient se qualifier plus difficilement et n'avaient pas les revenus. Donc c'était vraiment, ça créait quelque chose à 2 vitesses. Comme les ligues, comme la alors, à l'époque, il y avait des filles plus, Valve a dit au revoir. Il y avait des frais d'entrée à l'époque pour... oui, non, mais justement, c'est ce que j'allais dire. Attends, sur le SL... gratuitement dans le Louvre Agreement. Donc, Louvre Agreement, ils ont ouvert et ils ont vendu. Ils ont vendu les slots. Je peux donc dire, on est rentré, les clubs initiaux, je crois 12 dans le Louvre Agreement sont rentrés gratuitement. C'était une époque, et ça reviendra sur la question de l'influence des clubs versus les éditeurs et les organisateurs de tournois et la puissance des clubs. C'était une époque où les clubs avaient un
énormément de puissance pour dicter des règles et on a pu faire le Louvre Agreement, donc le ESL Pro League. Et ensuite, une fois que ça a été fixé avec l'entrée gratuite, les nouveaux venus sont payés. Et sur Blast, c'est la même chose qui s'est passée. Et ça, donc Valve, pour ceux qui ne savent pas, a dit du jour au lendemain dans un style très Valve, aucune information, aucune communication et boum, tu te réveilles, il y a un petit post de blog qui te dit 2024, ça n'existe plus, salut, à la prochaine. Et voilà. Et donc ça a changé. Donc est-ce que c'est le sens de l'histoire ? Non. Oui et non. Non, mais oui on n'est pas revenu sur les. Ok. Pas clair. Non, moi, je vais pas dire tout est passé là-dessus. Par contre, ça a joué un rôle majeur dans la structuration et les ligues Riot sont toujours plus ou moins sur ce format. Donc pour moi, la réponse est entre les deux et j'attends de voir ce que disent les autres. Mais c'est pas très clair, quoi, le bilan. Quelle ligue fermée ? Je considère que les ligues très semi-fermées, comme par exemple la LFL, comme VCT, où globalement, c'est une ligue fermée avec un peu d'ouverture. Quelles ligues fermées se sont cassées la gueule ? Au sens de, elles n'existent plus. Overwatch. D'accord, mais donc, la majorité des ligues fermées... Il y en avait deux. En fait, je considère sauf que c'est pas parce qu'elles sont fermées qu'elles se sont pas cassées la gueule. C'est ça. Mais c'est pas non plus parce qu'elles sont fermées que Overwatch s'est cassé la gueule. Que si elles étaient ouvertes, elles se seraient cassées la gueule. Oui. Non, mais si tu veux, non, mais il va falloir essayer. Je peux juste te dire un truc, Arthur. Attends, juste pour aller au fond de ton propos. Le truc qui me dérangeait sur les ligues fermées, c'est que ça correspondait à la. Que tu n'y étais pas. Non, pas du tout. C'est que ça correspondait. J'aurais aimé juste être assez riche pour aller en ligue fermée, tu vois. Juste, je fais une micro-parenthèse. Que l'on me foudroie sur place. Si j'arrive avec 25 millions, payer ton slot LEC et que tu me dis non. Tu n'y vas pas. Franchement, attends. Ça ressemble à la citation d'Arthur qu'on avait utilisée pour dire la vérité, c'est pas moi qui décide du Solari. Je pense pas. Je pense que politicien. Non. Je pense que si la condition pour avoir les 25 millions, c'est d'aller en LEC, je pense qu'ils iront. Autant cramer l'argent de quelqu'un pour aller en LEC. Mais franchement, le choix prioritaire, je pense, pour les mecs chez Solari, avec 25 millions, c'est pas d'aller en LEC. Tu vas pas lever 25 millions si tu vas pas en LEC de toute façon. Alors. Oui. Tu m'as perturbé, je ne sais plus de quoi on parlait avant. Regarde ton carnet. Alors, on parlait des. Ah oui, voilà, c'est ça. Super. En fait, ce qui m'agaçait déjà à l'époque et ce qui m'agace là dans ce que tu viens de dire, c'est de dire, OK, le développement de League of Legends, le développement de la scène League of Legends, il est conditionné au fait qu'il y a eu les ligues fermées. Non, pas dit ça. C'est pas vrai. J'ai pas dit ça. C'est pas vrai. Attends, déjà, est-ce qu'on a dit ça ? Le renouveau un peu le rebranding LEC quand Alban est arrivé, etc., c'est ça qui a relancé un petit peu la LEC. Et ce qui relance aujourd'hui la LEC, c'est le co-branding, c'est l'arrivée des clubs, l'arrivée des clubs de streamers, etc. Voilà. Et ça, c'est strictement que des choses qui auraient pu arriver sans franchise. Oui. C'est-à-dire que Carmine aurait pu, avec le parcours qu'ils ont fait, se qualifier en LEC. T'aurais pas eu à lever autant de thunes et avoir autant de gens dans ton actionnariat peut-être à gérer. Et t'aurais peut-être pu investir sur des choses plus intéressantes que de te payer en capital un slot. Ça, c'est mon avis. Vitality serait peut-être descendu de LEC et puis serait peut-être remonté entre-temps. Merci. Excuse-moi, c'est de bonne guerre. Pas mal. Je suis là pour pourrait investir sur League of Legends dans une bonne équipe et ça changerait. Et puis essayer de monter. Peut-être que Solari aussi ferait autre chose. Enfin, j'en sais rien. De la part de Solari, elle se fait vanner sur League of Legends par Solari. Je pense que c'est la meilleure de la soirée. Celle-là, c'est la meilleure. Tu sais à quoi on reconnaît les comptes, c'est qu'ils osent tout. C'est beau ça. Non, mais ce que je veux dire, c'est que la plupart en fait des choses qui font que l'écosystème League of Legends est sain, OTP. Le fait qu'en France on est OTP et que ça carie et le fait qu'il y a Carmine qui soit arrivé, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y ait les franchises. Oui, mais ça ne veut pas dire que les franchises sont un problème par nature. Moi, je pense que si. Je pense que en fait, rien que le fait, par exemple, je prends l'exemple de Carmine, tu vois, pour aller dans votre sens, rien que le fait que ça ait freiné Carmine 2-3 ans, moi, je trouve ça problématique. Rien que le fait qu'il y ait des équipes éclataxes dont tout le monde se fout en LEC, on l'a tous connu, les Splice, les Excel, les machins, qui sont juste là parce qu'ils ont le blé d'être là. Il y en a c'est dans chiant, tous les sports. C'est chiant. Là-dessus, c'est assez intéressant parce qu'il y a de moins en moins en LFL. Il y a une espèce d'écrémage qui se fait. Mais il y a des équipes. C'est le sujet des nouveaux modèles. Il y a des équipes qui étaient là au début du LEC qui ne le sont plus. Il y a eu beaucoup de. Il y en a beaucoup. Alors que il y a autant de turnover. Les arguments de Riot pour la franchise. Attends, les arguments de Riot pour la franchise, c'était stabilité, bienfait des joueurs, rassurer des investisseurs. Il y a autant de turnover. Mais il y a marché. Mais il y a beaucoup de clubs. Il y a beaucoup de clubs qui sont pas pris. Oh la vache. Ah ouais, d'accord. C'est beau. Non, mais c'est beau. Après, tu vois, mais t'aurais pas dû sourire à la fin. Mais c'est beau. Après, on peut pas nier que le système de franchise a permis ce qui était le plus important et ce qui est aujourd'hui, je pense, est le problème. C'est l'investissement de l'ensemble des parties prenantes dans le secteur de l'e-sport. La LEC, avec tout son modèle, a permis d'injecter de l'argent
Il y a une partie qui a été très bien investie. Ça a permis d'injecter de l'argent dans Riot. Dans Riot, et dans une espèce de spéculation au slot, en fait. Tu vois, c'est la fameuse barrière à l'entrée que les investisseurs mais tu n'aurais par exemple jamais le niveau standard de production qu'on a aujourd'hui dans l'e-sport, qui n'était pas du tout le cas avant, s'il n'y avait pas eu une partie de cet argent investi dans le produit. Ça ne veut pas dire que 100% de l'argent a été bien utilisé. C'est parce que tu parles du rebranding LEC. Je suis très critique des levées. Coïncide avec l'argent injecté. Je suis très critique des levées de fonds qui permettent de payer des joueurs très chers et la guerre de celui qui a levé le plus qui paye le plus. Donc ça, c'est un truc, pour le coup, je trouve que c'est vraiment une connerie collective qui fait très très mal au secteur et on en paye encore les pots cassés aujourd'hui. Fini. Pour autant, les ligues fermées ou semi-fermées, mais vous pouvez pas me parler de la LFL comme une ligue ouverte. Ah bah si, c'est quand même semi-ouvert. Non mais attends, je suis d'accord avec toi, c'est pas une ligue complètement ouverte. C'est très dur, mais oui voilà. Mais moi, en fait, le turnover est uniquement lié à la mort des clubs. Juste pour se remettre dans le ça c'est vrai. Non, juste dans les faits, le sujet, le sujet majeur, et je pense qu'on va arriver, c'est que il y a plus de place pour certaines typologies de clubs qui étaient ceux que tu n'aimes pas en bas de LEC, qui avaient juste de l'argent. Il y a des clubs, les clubs on va dire historiques, je sais pas, Vitality, G2, Team Liquid, qui ont un axe autour de la performance, qui investissent autour de ça. Voilà, et il y a les nouvelles typologies de clubs d'influenceurs. Et donc, les clubs qui n'ont pas de marque, pas de puissance de feu, pas de storytelling, eux sont en train de se faire balayer. Et ça, c'est vrai. Et c'est moins un sujet de ligue fermée que de. Finalement, ils ne trouvent pas leur place dans ce nouvel écosystème. Et ces nouvelles le problème des ligues 100% fermées, comme la LEC par exemple, c'est l'incapacité de générer un turnover naturel pour attirer les nouveaux clubs ultra puissants. Par exemple, la Carmine, par exemple, Gentlemate. C'est là où le modèle idéal, à mon sens, c'est le modèle de la VCT, que je trouve très bien. Alors, attention, parce que j'ai vu passer un truc où, a priori, le modèle va changer. Je ne sais pas si vous avez vu. Mais c'est là où le modèle est idéal, parce qu'il y a un turnover naturel qui est au service de la nouvelle typologie de clubs. Mais il faut quand même, à un moment, protéger les clubs, parce que si on dit juste, t'as pas beaucoup de fans, tu dégages, bah, ça va durer combien de temps ? Alors, là où je te rejoins, juste pour ce que tu disais avant, c'est que tu disais la LFL, c'est pas une ligue ouverte. C'est semi-ouvert. Je suis pas non plus en mode chaos total, c'est-à-dire 5 mecs qui se qualifient en Div 2, qui sont pas staffés, qui sont pas structurés, qui vont faire du mal, du coup, aux produits de la LFL et qui pourraient rentrer parce que c'est les règles, c'est comme ça. C'est déjà arrivé. Il y a eu des clubs comme ça qui ont gagné la Div 2 et qui sont pas allés en LFL parce qu'ils n'avaient pas le dossier. Ça me choque pas, tu vois. Que les critères, qu'il y ait des critères de... C'est un peu ma différence, par exemple, chez Solari avec Narcus. Tu vois, qui lui est très sur le chaos comme ça. Que tu représentes aujourd'hui. Oui, il y a beaucoup de gens chez Solari, il y a des sensibilités différentes. Mais ça me choque pas en fait qu'il y ait des critères d'accessibilité pour ces ligues-là. Ce qui me choque moi vraiment, et je pense que c'est mauvais pour le turnover et pour le spectacle et pour l'adhérence des gens, c'est la ligue fermée, tu vois. Et juste pour finir, il y avait un gradient, juste pour remettre du contexte, dans ce qui m'agaçait à l'époque, il y a quand même des gradients. C'est-à-dire qu'il y a une ligue fermée aux US, ça me choque pas, c'est l'habitude qu'ils ont culturellement, la NBA, etc. Très bien, tu vois. Par contre, l'Overwatch League, ça s'appelait comme ça, cette merde. Enfin, déjà à l'époque, je trouvais ça aberrant. Et l'argent qui a été investi dans ce truc-là, qui aurait pu être investi ailleurs. Qu'est-ce que tu trouvais aberrant ? Le jeu ou la ligue ? Il y a plusieurs choses. Non, mais juste un truc en fait, parce que quand on dit oui, les ligues fermées, l'argument c'était faut protéger les. Non, en fait, c'est pas ça la réalité. La réalité, c'est que Riot a créé les ligues fermées. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu Activision Blizzard qui l'a fait sur l'Overwatch League et qu'ils ont embrayé en se disant il y a une énorme opportunité de vendre des slots à 20, 10, 15 millions et d'encaisser. Et donc, la genèse de la création des ligues fermées, c'est pas... Ça, c'est le discours marketing pour justifier, de dire oui, stabilité des clubs, machin, etc. Mais ça, c'est valable pour énormément de choses. Il peut y avoir jamais payé 20 millions ton slot. Pas du tout. Mais il peut y avoir une composante opportuniste ou économique dans la décision. C'est pas pour autant que les choses sont noires ou blanches. Je dis que Riot sont machiavéliques et ont entubé tout le monde. Non, mais c'est pas... pour le coup... Il peut y avoir un rationnel économique. Ils ont existé. En fait, est-ce que le projet soit intéressant ou qu'on l'aime ou pas ? Mais pour moi, en fait, c'est un énorme... En fait, ce que dit Drijo est vrai. C'est-à-dire que mettre aux États-Unis des ligues fermées, c'est leur modèle de sport. Donc, fair enough. En Europe, on avait un modèle d'up and down dans tout le sport. Donc, qui nous a été présenté et qui a été refusé par les équipes en LEC. Donc, cet argument, c'est de la tradition ou la culture. Pourquoi pas ? Mais alors on dit aussi que l'e-sport n'est pas que le sport, qu'on construit quelque chose de nouveau. Donc, et pourquoi on devrait forcément se conformer à ce modèle-là ? Et attends, je rajoute un truc, c'est que ce modèle-là, entre ce qu'il était il y a quelques années de championnat, avec pas mal de gens qui descendaient, d'autres qui montaient, se ferme de plus en plus. Avec des barrages, avec moins de clubs qui descendent, qui montent dans les sports européens. Ce modèle-là vient de plus en plus vers des ligues semi-fermées, pour toutes les raisons qu'on connaît de protection des clubs, d'investissement. Donc finalement, il n'est pas si existant que ça, il l'est de moins en moins. Donc l'argument de la tradition européenne, moi je trouve assez limité. En fait, la réalité,
concrète, c'est qu'aujourd'hui, tu peux pas... Tu as un plafond de verre pour toutes les équipes sur League of Legends ou Valorant, sauf si tu as l'argent pour acheter ton slot. Voilà. Et pour moi, c'est pas bon. Alors, c'est un problème. Oui et non, parce que tu peux déjà très bien vivre dans le modèle. Tu peux très bien vivre dans le modèle ERL. C'est-à-dire, tu peux avoir du storytelling, tu peux raconter des histoires, tu peux investir. Et tu peux pas aller gagner les Worlds comme ton CEO. C'est pour ça que nous, on était un peu obligés, parce qu'on voulait continuer la narrative et de trouver un moyen. C'est pas simple. On sait même pas si on va arriver jusqu'au bout du paiement. C'est un travail collectif avec les actionnaires, on trouvait des nouveaux, etc. Mais bon, on fait le taf. Maintenant, factuellement, alors c'est aussi grâce à l'arrivée de la Carmine, mais c'est la Ligue en Europe, la LEC, qui fait le plus d'audience. C'est la Ligue en Europe qui impose le plus de choses pour la professionnalisation des clubs. On a un nombre de critères, parfois complètement exubérants, mais au moins, ça nous a forcé à être meilleurs. On est largement meilleurs parce qu'on est en LEC. Mais ça n'a rien à voir avec le fait de se faire. C'est un mouvement global de professionnalisation. Je ne dis pas que c'est parfait. Moi, je suis plutôt pour la LFL, c'est-à-dire le semi-fermé, semi-fermé. Mais bon, quand tu as 10%, tu as un slot qui peut monter, et encore, il faut que celui qui monte, il batte celui qui descend. C'est bien mon point. C'est que ça se joue plus sur des questions de moins en moins que des questions sportives. Ça, pour le coup, c'est peut-être plutôt le sens de ce qui se passe dans beaucoup de sports. Et puis ça reste un rêve pour les joueurs. Enfin, en tout cas, il y a un marketing global qui est très bien managé, sur lequel on te dit, si t'es pas en LEC, t'es pas parmi les grands clubs d'Europe tout court. Mais est-ce que c'est une question de ligue et de ligue fermée ou c'est une question d'éditeur et de volonté d'éditeur ? Est-ce que c'est pas plus parce que Riot pousse plus pour la structuration que par... Mais pourquoi ils poussent plus ? Parce qu'ils sont imposés par les contrats, ils sont obligés par les contrats. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas en sortir, donc c'est aussi une protection pour nous. On a eu des discussions sur les nouveaux contrats, on était tous ensemble en LEC, et en fait, ils pouvaient justement pas avoir la latitude que certains autres éditeurs ont, parce qu'il y a rien, c'est la ligue complètement ouverte, où on dit, mais t'es pas content, casse-toi de là. Bah là, c'est pas le cas, justement, parce que c'est une forme de potentiellement de piège des deux côtés, où on est tous unis d'une manière ou d'une autre dans le fait que ce produit doit fonctionner. Maintenant, est-ce que le prix est devenu exubérant ? Oui. Maintenant, ils n'ont jamais payé 20 millions pour y rentrer. Non, mais du coup, il y a eu un peu cette folie à cause des levées de fonds débiles qui a fait monter le truc. Mais si le slot valait toujours 8 millions et demi parce que vous étiez ce serait largement finançable. Et si on t'écoute, en fait, donc la scène CS qui est ouverte, bah c'est pas professionnel. Alors, il y a énormément de problèmes. Personne ne dit ça. Si, parce que c'est la ligue fermée qui pousse à la professionnalisation. Non, mais ce que t'as dit, c'est vrai. Mais tu le lis au fait que c'est franchisé. Mais oui, mais dans l'autre, je vois pas le côté tu ne le lis pas non plus au fait que ça ne soit pas franchisé. Et CS a par ailleurs l'écosystème beaucoup plus ouvert de CS a plein d'autres problèmes et également des trucs très sympas qui peuvent pas arriver dans le système de ligue fermée. On est d'accord. En fait, il y a pas qui sont un e-sport à deux vitesses, tout comme dans les ligues fermées, et qui sont pas liés au fait que ce soit franchisé ou non franchisé. C'est ce que je dis. Mais non, mais c'est ce que je dis. Donc les ligues fermées sont pas un problème. Oui, en fait, le problème, c'est pas... Alors, là, justement. En fait, l'idée, c'est pas de dire que c'est un problème, et c'est très certainement un problème, pas un problème pour les gens qui sont dedans. Bah oui, ça, on a bien compris. C'est la nature même de ces ligues-là. Donc, le problème, c'est que le critère d'accessibilité n'est pas un critère de performance, c'est un critère d'arriver à lever des fonds ou d'avoir les moyens d'aller directement. Oui, bienvenue dans le capitalisme et le sport. On peut le déplorer, mais ça marche comme ça dans tous les sports. Bienvenue dans le capitalisme, enfin un capitalisme un peu cartélistique. Non, mais tu vas pas performer, tu vas devenir club de foot du monde sans argent. Oui, il y a de l'argent. Où tu veux en venir. Tu veux dire que Counter-Strike n'est pas un modèle encore plus capitaliste que la LEC ? Moi, ça me choque moins Counter-Strike. Tout est permis. Pour gagner, les sponsors sont permis. Les trucs les plus dégueulasses pour gagner. Moi, j'aime bien le Far West. Ça me pose aucun problème, le Far West. Mais le Far West est encore plus capitaliste. Regarde, Vitality, ils ont réussi à scale sur l'histoire qu'ils ont fait. Moi, je suis hyper admiratif de ce qu'a fait Vitality. Je suis pas admiratif de la plupart des équipes qui sont en LEC ou qui sont parties en LEC, qui ont réussi à lever des fonds, qui sont achetés un slot et qui servent à rien. BDS. Mais d'accord, mais aujourd'hui de toute façon, donc ton point c'est quoi ? C'est qu'il faut de l'argent pour performer et du coup c'est pas des super histoires de performance. Oui, mais ça c'est vrai, ligue fermée et ouverte dans le sport en général, on peut encore une fois le déplorer, mais il y aura une composante de capacité à investir et donc de marque. Mais là, il faut pas d'argent pour performer, faut de l'argent pour investir sur un asset. On a compris. Voilà, c'est là où est le problème en fait. C'est là où est la différence. Mais tu gagneras pas sur CS sans mettre des millions. Tu n'es pas obligé de spéculer. Ça c'est une manière de faire du business. Il y en a beaucoup qui ont fait ça sur les slots. Mais donc c'est pas les ligues. Le problème
problème, c'est le comportement de certains acteurs. Oui, mais est-ce que... Regarde, nous, on est... Regarde, nous, on peut nous dire... Le problème, c'est pas la drogue, c'est la consommation de certaines personnes. Tu vois, le truc... Regarde, je donne un exemple, s'il te plaît. Tourne en rond. Nous, on a investi beaucoup d'argent pour être en LEC, mais nous, notre but, c'est de bâtir un sport, un club international, un des meilleurs du monde, si ce n'est le meilleur. Ça va prendre plein d'années, mais on a toujours cette passion, cette envie. D'autres sont venus pour ressortir 2 ans après et prendre un chèque. Donc là, oui, moi, je le déplore comme toi. Mais donc... Peut-être que, de par l'existence de ces franchises, ça a pu créer quelques comportements prédateurs ou spéculatifs. Et je suis comme toi, je n'aime pas ça. Nous, on n'est pas là pour ça. Nico, on peut faire les choses bien dans une... Mais Nico, attends, c'est normal que tu défendes le système, puisque si tu faisais pas partie du système, en fait, Vitality serait descendu, et ça se trouve, tu aurais arrêté LoL. Donc, ou pas. Mais en fait, tu serais descendu. Excellent exemple. Bah oui, c'est un excellent exemple. Je suis pas descendu, je continue à investir, faire des super contenus, essayer de gagner. Et donc, t'as empêché, s'il te plaît, t'as empêché des gens plus méritoires ou des teams plus méritoires que toi. Mais là, tu fais que définir ce qu'est une ligue fermée. Oui, ça marche comme ça. Oui, donc tu n'aimes pas ça. C'est strictement ce que j'aime pas. C'est très bien, c'est ce qu'on dit. Mais moi, ce que je te dis, c'est que ton prétendu mérite sportif, il faut quand même regarder, il est aussi beaucoup corrélé à ta capacité à investir. Et se dire autre chose, c'est se raconter un peu une histoire. Donc, évidemment, c'est du sport. Il faut faire des bons choix. Il faut bâtir la bonne team. Il y a une bonne synergie. Évidemment qu'il y a une énorme composante de trouver le bon joueur, raconter. Il y a énormément d'autres choses que l'argent. En fait, mais sans l'argent, dans aucun e-sport, tu vas être au top niveau. En fait, à partir du moment où on est, on jamais dit l'inverse. Mais à partir du moment où il y a une discipline de club, mais attends, juste un truc, Vitality est probablement le club e-sport au monde western, on va dire, qui a levé le plus d'argent. Et donc. C'est pas à cause de la LEC. Non, mais j'ai pas dit ça. Ce que je veux dire par là, c'est que oui, ok, tu dis il faut beaucoup d'argent pour investir, mais t'es pas obligé de lever beaucoup d'argent. Sauf que les ligues fermées t'empêchent en fait d'accéder via de la performance mais de toute façon, à cet écosystème. On fait que dire la même chose. Le problème, à mon sens, n'est pas la ligue fermée, c'est la manière dont on l'utilise ou la manière dont Riot peut à certains moments mettre des règles ou non. C'est comme me dire les levées de fonds, c'est de la merde. Non, c'est pas vrai. C'est la manière dont tu utilises l'argent pour le faire. Après, évidemment, Nico tombe sur quelqu'un milliardaire qui est prêt à lui donner de l'argent pour qu'il vive ses rêves. Au bout d'un moment, non, mais moi je remets pas ça en cause. On remet pas ça en cause. Oui, mais tu peux pas. Le problème, c'est qu'Arthur, tu as levé des fonds pour t'acheter une place en LEC. Ok. Et partiellement, parce que on est partiellement propriétaire. Et tu continues. Ce que je veux dire, c'est que à l'échelle de, je suis alors vraiment pas dans les arcanes de Carmine, mais j'imagine qu'à l'échelle de Carmine, c'est énormément d'énergie, énormément de ressources. Donc voilà, c'est des ressources et de l'énergie qui pourraient être dépensées à autre chose, tu vois. Mais et de l'investissement à autre chose. Et dans l'histoire de Carmine, en plus, alors il se trouve que vous êtes là et que vous êtes un très bon exemple. Je pense que et avec Vitality, c'est que dans l'histoire de ces dernières années, il y a quand même plutôt un club qui aurait réussi à monter naturellement et un autre qui serait peut-être descendu à peu près au même moment. Tu parles que de LoL, mais ok. Je parle que de LoL. Mais la réalité, c'est qu'on aurait dû racheter le slot de Vitality avec tout le respect. Potentiellement, si la ça aurait été une histoire. Si la ligue était comme la LFL, donne-moi de l'argent. Non mais si la ligue avait été comme la LFL, tu l'aurais pas racheté le club. T'aurais eu d'autres problématiques. Il aurait quand même fallu te projeter à Berlin, etc. Mais la recherche de financement aurait été sensiblement différente. Il n'y a pas de LEC fermé, il n'y a pas de studio à Berlin. Mais bien sûr que si. Mais non, bien sûr pas que comme ça que ça marche. Bien sûr que si. Il y avait. Attends, le studio à Cologne à l'époque. Excuse-moi, mais avant. Oui, mais ils auraient peut-être pas continué dans ce modèle. Il y avait déjà un studio à Cologne alors que c'était pas des ligues fermées. Oui, mais par exemple, je me suis qualifié avec un. Beaucoup étaient déjà à Cologne. Mais moi aujourd'hui, si je suis pas dans une ligue fermée, je vais pas m'installer à Berlin. Je vais tout faire comme vous l'avez fait pour le co-stream, pour faire en sorte qu'on joue tous nos matchs à domicile et qu'on remplisse notre stade. Mais quand il y avait la LCS. Oui. Ils ont continué à investir lourdement dans l'e-sport quand beaucoup ont reculé, voire arrêté. Ils ont plus investi au moment où le alors après, vous pouvez dire ça n'a rien à voir avec le fait qu'il y a eu ces ligues-là et cet argent investi, c'est votre lecture. Riot, c'est un de ceux qui continuent à investir largement dans l'e-sport et c'est forcément dû en grande partie à ce choix de système. Donc il y a en effet un aspect positif assez net quand beaucoup se sont désengagés. Alors, on le sait. Moi, je suis ravi qu'avec ton argent, ils aient monté des studios de production à Berlin. C'est super. C'est un bon raccourci, mais il n'y a aucun problème. Nous, on sait pourquoi on est rentré, on sait pourquoi on est là, on n'a pas de problème avec ça. De toute façon, vous participez aussi au truc. De toute façon, on ne sera pas d'accord. Vous en partie de Non, mais de toute façon, conclusion, attends, on n'est pas d'accord. Moi, j'ai quand même l'impression que de toute façon, il y a des avis divergents. Que ceux qui sont dans une ligue fermée dehors n'aiment pas. Oui, et ceux qui sont mais est-ce que n'aiment pas trop. Tu es dans la Xavier n'était pas on n'en a pas parlé. Et serait de notre côté. Attendez, déjà, ça se retourne. Non, attention. En fait, c'est la lutte des classes autour de la table. Non, mais Xavier est dans un cas unique. Parce qu'en fait, ils sont en ligue fermée. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais tu es en code ligue. Oui, on est en code ligue. Oui, on est en code ligue, mais parce que, en fait, c'est pour ça que je l'ai dit aux États-Unis. Oui. C'est comme ça.
Oui. C'est historique. C'est leur modèle. Tu nous fais une légère contorsion parce que c'est pas noté pour toi sur des conditions locales. Moi, je préférais que la Call League soit une ligue ouverte et avec une seconde division. Non, elle n'est pas internationale. International, avec des challengers, avec des up and down. Après, il y a quelque chose qui est assez important. Mais je préférerais, parce que du coup, on n'aurait pas besoin d'acheter. Je lui réponds et je on n'aurait pas besoin d'avoir acheté notre slot. Oui. Même si c'est très loin des sommes de LEC, et tout le monde serait logé à la même enseigne, up and down. Et en fait, le problème, c'est l'instabilité, c'est-à-dire que si la règle, non, mais pas comme toi, tu l'entends. Le problème, c'est que moi, je suis à fond pour que ce soit ouvert, y compris en Code League, mais à la condition que l'éditeur ne puisse pas changer du jour au lendemain. Il y a quelque chose C'est-à-dire que même si tu descends, tu as un espoir de remonter qui ne te sera pas fermé à la tronche parce que les mecs ont décidé du jour au lendemain de « Hey les gars, maintenant c'est fermé ». Mais tu sais très bien que cette stabilité, le fait d'être dans la ligue, fait aussi qu'on a des infrastructures à Berlin, un performance center de ouf, que les joueurs sont bien traités. Les clubs ne feraient pas ces investissements-là sinon. C'est aussi une des thèses de base. Et si tu après, tu le fais ça saute chaque année, surtout dans la... Après, tu le fais tu te souviens de l'ancien modèle LCSEU où tu avais plusieurs descentes par an. J'entends, mais super mauvais pour ça. Mais l'argent que tu as dépensé, les 8,5 millions pour prendre un slot en LEC, ça couvre largement les frais d'un performance center à Berlin sur les 15 prochaines années. Je te dis pas autre chose. Je dis que les clubs ne l'auraient pas fait. On n'aurait pas fait énormément d'investissements qu'on a fait. C'est faux. Ça dépend de l'état de l'OL. Ça dépend de la hype. Ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend énormément de choses. Si t'es à risque, notamment justement sur LoL, quand avant qu'il y ait la ligue, on avait des performances qui étaient pas terribles et tout. On se posait beaucoup la question. Quand tu peux sauter du jour au lendemain, et c'est pour ça aussi que ça a de la valeur ces ligues-là. À l'époque, c'était terrible. Tu pouvais sauter 2 fois par an. C'était incroyable. C'est pour ça que d'ailleurs le débat il est problématique parce qu'on fait un débat binaire de ligue ouverte, ligue fermée, alors qu'en réalité, c'est peut-être plutôt une question de degré. Ouais, je suis d'accord. Valorant, par exemple, tu as un bon exemple. C'est fermé, mais il y a toujours l'espoir de monter. On va y venir. Je crois qu'il y a Paul Nico, il y a Arthur qui veut dire quelque chose, et ensuite j'ai quelque chose à dire. J'arrête de parler, c'est alors, et le président ce soir, c'est moi déjà. Waouh. Et non, déjà, arrêtez de vous couper la parole, s'il vous plaît. Faites un peu plus attention à qui parle. Arthur, tu voulais dire quelque chose. Alors, je ne sais plus. Oui, alors c'est bien ce que je me pense. Dans la tout à l'heure. Mais j'aimerais. Est-ce que tu m'autorises à poser un cas pratique ? Je t'en prie. Nous avons, c'est pas le cas, mais fiction, nous avons une offre d'une ligue fermée en France, une ligue fermée en France de Rocket League. Un montant qui est abordable pour tout le monde. Est-ce que je vais dire non à ça ? Non, mais non, j'en ai besoin. Est-ce que je peux juste répondre à Arthur ? En fait, il y a un gap entre... C'est comme tout à l'heure ta question sur les 25 millions. Il y a ce que j'aime, ce que je pense être le mieux pour le spectacle, l'audience, le storytelling des équipes, la scène, etc. Et la réalité du business qui se dit, bah oui, s'il y a une ligue comme ça et que c'est soit in, soit out, soit t'es dedans, soit t'es pas dedans, évidemment que la solution rationnelle, c'est d'aller dedans. Tu vois ? Donc, ça m'empêche pas de penser qu'il y a mieux à faire, tu vois. Mais tu crois pas que ça ferait du bien à la scène Rocket League, par exemple ? Une ligue fermée sur Rocket League Non, une ligue structurée sur Rocket League, oui. Alors, franchement, c'est le bordel. On ne comprend rien à la scène Rocket League. Je me permets, une ligue fermée, avec ce que ça apporte et qu'il y a dans tous les contrats de ligue fermée. Des minimums garantis, des histoires de skins qui permettent de financer, des engagements, engagements de frais de production avec des qualités de studio, ce qui est vraiment ce qui a été promis et ce qui est promis dans chacune des ligues. J'en rêve aujourd'hui sur Rocket League. En fait, le vrai problème... Je pense qu'une ligue comme la LFL... Attends, s'il te plaît, 5 secondes. En fait, le vrai problème, c'est qu'on dit, on donne toutes les qualités à une ligue fermée versus le chaos qui existe. Mais en fait, la version idéale, c'est exactement ce que tu viens de décrire, c'est-à-dire un éditeur qui fait les choses bien, mais dans un écosystème ouvert. Pourquoi c'est impossible de faire les choses bien dans un écosystème ouvert ? C'était mon propos initial. Le sujet de l'évolution de l'e-sport, il est beaucoup plus sur d'autres paramètres que la ligue fermée. Et typiquement, le comportement des éditeurs est un sujet majeur. Et beaucoup plus qu'à la ligue fermée. Ce qui est vrai. Je te rejoins à 100%. C'est la faute de Paul, c'est lui qui a choisi le sujet. Non, mais par contre, on lui a dit. C'était les bases. On dit, ça va être le bazar. Et après, on développe. On est en train de développer. Le problème, c'est que, effectivement, un éditeur. En fait, le curseur de l'intérêt de l'e-sport par un éditeur est conditionné par la création ou non d'une ligue fermée. C'est-à-dire qu'en fait, tu peux te dire, un éditeur qui n'en a rien à battre de l'e-sport, c'est le bordel. Et puis par contre, celui qui va se dire, ah bah oui, je veux en faire quelque chose, je veux organiser clairement il va plutôt tendre vers une ligue fermée. Alors qu'en fait, ce qu'on voudrait, c'est un écosystème
ouvert, mais avec de l'intelligence dans le modèle économique. Est-ce que ça importe tant que ça qu'il soit... Attends. Est-ce que ça importe tant que ça que le modèle soit ouvert? Est-ce que ce qui importe pas le plus, c'est que le modèle économique soit viable? Mais c'est très lié. C'est lié. Excuse-moi, parce que regarde, sur Rocket League, on va signer contrat sur plusieurs années. Si on est engagé sur, je sais pas, même si c'est pas ad vitam dans la ligue, on a 3 ans de skin garantie, on va s'investir, on va y aller. Si en fait sur un mauvais split, et on sait que sur Rocket League ça peut aller vite, sur un mauvais split on peut dégager, est-ce qu'on va aller se dire allez, Jolene, je prends les meilleurs joueurs, je fais un storytelling de ouf? Nous on le ferait peut-être pas. Attends. Voilà. Ok. Et typiquement c'est pour ça que tous les clubs aujourd'hui considèrent de quitter Rocket League. Attends, parce que mais juste un truc là-dessus parce que c'est important. Toi tu dis en fait on a un modèle qui est lié au skin sur Rocket League. En partie, oui. Non mais et donc en ligue fermée, du coup on descend pas, donc on continue à vendre. Mais tu pourrais très bien descendre et vendre. Non, parce que continuer à vendre des skins. Regarde, donc dans mon exemple. Si tu étais dans le RLCS, dans les Worlds, là, tu as ton skin, et sinon, c'est d'ailleurs ce qui se passe sur Rocket League. Sinon, tu l'as pas. Oui. Donc, dans cet exemple-là, tu reviens à un mode, pour le coup, très binaire aussi. Soit tu as tes revenus, soit tu les as plus. Et dans ce monde où la performance peut bouger très vite, et là, s'investir, aller sur un jeu pose question. Alors que dans des modèles plus fermés, c'est beaucoup plus facile de s'investir. C'est ça le propos. Mais c'est obligé, c'est pas obligé de full fermer. Non, mais tu pourrais aussi conditionner, tu pourrais aussi dire que tu sois en Ligue 1 ou en Ligue 2 sur Rocket League, dans un système ouvert, en fait, tu peux acheter des skins de ton équipe. Non, parce que les éditeurs ne peuvent pas gérer des dizaines et des dizaines d'équipes. C'est la règle. Aucun ne le fait. Ne veulent pas. Ne veulent pas. Pour revenir sur ce que disait... Aucun ne le fait. Ils peuvent pas. Juste pour revenir sur ce que disait Arthur, il ne faut pas forcément affronter Ligue fermée et KO en face. Tu vois. Juste pour reprendre l'exemple Rocket League que tu as dit, franchement, une LFL en France avec une relégation par an à la fin de l'année, ça me choque pas. Donc une ligue bien fermée. La LFL est une ligue fermée avec semi-ouverte. C'est une ligue semi-ouverte. Donc toi, tu vois le verre à moitié. Donc quand tu as une relégation avec barrage tous les millions d'années, tu dis que semi-ouvert. Donc en fait, on est d'accord que c'est un truc de gradation. Il y a des gens qui ont réussi à se qualifier à la régulière en LFL. Il y a des gens qui gagnent au loto. Mais il y a des gens qui ont réussi à se qualifier à la régulière. C'est une question de degré en réalité. Et le vrai sujet, en tout cas, à mon sens, c'est pas tellement est-ce que c'est complètement fermé ou non, c'est est-ce que, il y a assez de stabilité, il y a un commitment de l'éditeur qui est le sujet numéro 1 pour qu'on s'investisse sur la durée. Et ça vient avec aussi des outils de contrôle pour éviter que des gens viennent faire n'importe quoi. Je suis d'accord avec toi. Parce que tout le monde dit, oui, la LEC, il suffit de payer, mais c'est pas vrai. Déjà, il y a énormément de gens qui sont venus avec l'argent, qui ont été retoqués. C'est vrai aussi. Parfois pour des raisons un peu cavalières, parfois pour des raisons qui sont justes. On a passé un screening de 3 mois avec un nombre incalculable de réunions avec Riot, sur lequel on s'est engagé sur un certain nombre de choses qui sont au service de la professionnalisation, au service de la ligue. On ne peut pas faire n'importe quoi. On ne peut pas faire top 10 12 fois d'affilée et continuer comme ça, etc. etc. Ça vient avec un certain nombre d'engagements qui sont positifs. Maintenant, là où je suis d'accord avec vous, et je pense que de toute façon on est plutôt tous d'accord, c'est que le modèle de la LFL ou le modèle de Valorant VCT est un modèle qui est relativement sain, qui est un peu la conclusion, le point central après des années de tentatives à tous les niveaux. Et c'est un modèle qui, excuse-moi, est une ligue fermée avec un peu d'ouverture. Évidemment, tout le monde est content, et l'éditeur le premier, quand le un petit peu d'ouverture permet à Gentlemate de monter. Évidemment, c'est mieux que si ça avait été quelqu'un d'autre. Et de manière très surprenante, une fois que tous ceux qui ont dû monter, qui sont importants, Gentlemates, en Europe, G2, par ailleurs, qui a fait l'acquisition, quand même. Alors, indirectement, mais l'acquisition de quoi ? D'une forme de slot. Ok, bon. Et on continue comme ça pour, au final, revenir à un modèle qui est relativement semblable. Ils sont engagés à reprendre l'équipe qui montait. Oui, G2. G2 aux US. Tu sais qu'ils n'ont pas été dans le programme. Parce que tu nous cites sur l'exemple. Non. Oui, il dit que vous, grâce à la petite ouverture, vous êtes monté en Europe. Oui, c'est une très bonne nouvelle. C'était ça. Oui, mais on s'est qualifié sportivement. Oui. Et donc. Mais ça, c'est un modèle. Mais aujourd'hui, l'histoire est quand même vachement plus sympa. Oui, c'est une super histoire. L'histoire de G2. Oui, bien sûr, elle est beaucoup plus sympa. Que nos deux histoires, en rentrant, nous deux, on a déposé un dossier. C'est pas une super histoire. Mais je pense que l'histoire de la Carmine. Mais l'histoire de la Carmine qui est bloquée et qui réussit. Mais c'était terrible. À l'époque, moi, c'est ça qui me faisait péter un câble. Oui, mais c'est au final, aujourd'hui, l'histoire qui permet de rentrer, etc., elle rend le truc encore plus beau. Bah si. Je sais. Écoute, pourquoi parce que t'as 3 ans. Non, mais après, t'es un incarnant Carmine. Donc quand l'histoire est plus belle comme ça, je vais pas te contredire. Moi, je trouve que ça aurait été 10 fois mieux que vous gagniez les IMIA et puis que derrière, ça enchaîne par... T'as 3 ans de tanking qui permet que l'annonce, c'est devant l'Arc de Triomphe. Mais pourquoi on fait ça ? Pas parce que juste, on a gagné, c'est bon. Ouais, mais parce que c'est quelque chose d'incroyable. Moi, je trouve par exemple que le storytelling... Et t'aurais descendu les Champs-Élysées si vous étiez qualifié en LEC. Je serais probablement, s'ils avaient été qualifiés en LEC, même pas là. Donc, pas cracher dans la soupe, ça m'a permis de venir. À l'inverse, devoir lever des fonds et pour payer un slot aussi cher, entre guillemets, ça met pas en danger la Carmine et tu te mets pas en difficulté par rapport à ça ? Si, mais avant qu'on dise go,
avec les actionnaires, etc. C'est QFD. Le soir, la veille, je dis à Amine et Kamel, dormez bien sur l'idée, c'est un aller sans retour. Bon, au moins, comme ça, tout le monde est clair. Mais maintenant, une fois qu'on y est, qu'on trouve des solutions, qu'on a des échanges fructueux avec Astralis pour adapter en fonction des revirements de la LEC, etc., on vit des histoires incroyables. On a fait des top 10 et on n'est pas redescendu. Excusez-moi, ça a permis quoi? Qu'aujourd'hui on vive notre premier événement international. Et que la cassée voilà. reste. Ça a permis quoi? De protéger des joueurs qui ont pu avoir des contrats beaucoup plus long terme, parce qu'on a une vision long terme, donc on peut signer des contrats à 3 ou 4 ans. Est-ce que ça existe beaucoup dans les modèles ouverts, sauf cas exceptionnels, c'est-à-dire des clubs ultra riches qui ont levé des tonnes, etc. Je pense que Zibo, il n'est pas signé qu'un an. Je le souhaite pour Nico. Mais c'est aussi parce que Vitality a une sécurité relativement importante, parce que le modèle même s'il a évolué de Counter-Strike, n'est pas un modèle complètement ouvert. En quoi il serait un peu fermé? Non, alors il a changé par rapport au modèle précédent. Il est complètement ouvert. Regarde Mongols. Il est complètement ouvert. Par contre, le point, je pense, qui était fait là, c'est que quand tu as un corps suffisamment top niveau, tu vas rester longtemps. En fait, il y a quand même pas tant de variations dans le top niveau. Par contre, il y a des nouveaux arrivants et ça fait des belles histoires. Liverpool très du classement ou Barcelone ou Real Madrid. Oui, forcément. Modèle ouvert, oui, mais vraiment. De toute façon, c'est toute la façade en partie de cette discussion, parce que tout est une affaire de gradation et l'écart entre les clubs, l'e-sport à 2 vitesses existe dans les modèles ouverts aussi. Donc c'est pour ça que je pondère beaucoup quand tu te dis oui, là c'est l'argent qui dirige, ou en tout cas qui est le vecteur d'accès. Oui, mais ça l'est aussi dans les ligues ouvertes. Mais bref, il y a le classement Valve aujourd'hui aussi qui régit énormément de choses dans les. C'est pas sans poser plein d'autres problèmes. Mais cela dit, c'est une évolution. Pour le coup, ce classement Valve, ironiquement par rapport aux ligues semi-fermées d'avant, est plus protecteur pour les top clubs. Puisqu'on n'a plus à passer par le RMR, qui était un coin flip, puisqu'on a vu que même G2 a pu rater un major. Ça, pour nous, en tant que top club, on est sûr d'aller à chaque major, sauf chute drastique du niveau. Pour le coup, ironiquement, en réouvrant, ils nous ont reprotégés. Il faudrait combien de temps de chute drastique du niveau pour que Vitality ne soit pas obligatoirement sur un major? Ça peut aller vite. Je pense qu'il peut aller vite, mais maintenant qu'ils ont ouvert le major à 8 teams de plus, il y a beaucoup de marge. Mais il y a beaucoup de marge. Oui, et puis le classement Valve est très très fluctuant aussi, ça bouge. Alors pour l'instant, mais bon, je pense qu'il a vocation. Non, mais ils vont changer là. Oui, c'est un peu un bêta à la Valve. Ils ont sorti le truc qui n'est pas fini. Il y a énormément de loopholes, de problèmes, et ils le patchent. C'est marrant. Pour nous, honnêtement, on le regarde, on n'est pas trop impacté. Moi, je suis à l'extérieur, donc non, mais nous, on est plutôt en haut de ce classement, on n'est pas trop impacté. Mais d'autres, ça me fait un peu mal de le dire. Mais ça me fait un peu mal de le dire. Mais je pense que Nico, malheureusement, avait raison. Sur le sens de l'histoire, c'est le sens de l'histoire. Mais malheureusement. Malheureusement. Oui, pas forcément pour les bonnes raisons. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord. Mais je trouve que là, le sens de les ligues semi-fermées, semi-ouvertes, très fermées, avec un peu d'ouverture, peu importe le wording, semble être quand même la quintessence du modèle qui protège à la fois, permet quand même d'avoir le storytelling de la montée extraordinaire. Je trouve que c'est le modèle idéal. Moi, j'aime beaucoup le modèle VST. Oui, mais tu vois, du coup, c'est plus vraiment une ligue fermée. Mais finalement, en fait, la question, c'est peut-être moins... Ce que je veux dire, c'est une ligue fermée comme on l'imaginait à l'époque, c'est-à-dire Overwatch League et compagnie. Bon, Overwatch League, en plus... En fait, c'est une ligue fermée avec frais d'entrée. C'est avec des frais d'entrée. Il y a une galaxie d'écart entre la LFL et la LEC, tu vois. Oui, mais la VCT, c'est un modèle de ligue, à mon sens, fermé avec un peu d'ouverture, ou très intelligent, pour le coup. Le slot ne peut pas être cessible par un club, et donc qui annule complètement la logique de faire monter de manière arbitraire le prix. Mais en fait, c'est malin la VCT parce que... Non, mais c'est pour ça que c'est le péché originel de Riot sur le LEC, c'est d'avoir vendu le slot. Et c'est l'erreur qu'ils n'ont pas faite. C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Mais attends, ça rejoint un peu à ce qui s'est passé sur Code d'ailleurs, parce que finalement sur Code, les slots sont beaucoup plus chers. C'est encore un autre débat, c'est frais d'entrée, parce que tu peux avoir une fermée à 0, comme l'était le SL Pro League. Enfin, par ailleurs, d'autres... Mais si tu l'as fait à 0, autant le faire semi-fermé. Mais semi-ouvert. Ça a quand même une puissance. C'est que ça impose, en cas de changement drastique du modèle, comme on l'a vu sur Overwatch, ou même indirectement sur Code, un remboursement total ou partiel des frais avancés. Donc en réalité, pour ces équipes-ci, pour les équipes qui ont investi dans Overwatch, c'était un pari qui n'a pas été fructueux parce que ça n'a pas suivi. Mais c'est pas un mauvais deal. Quelle perte de temps. Ils ont perdu beaucoup d'argent. Ils n'ont pas été sortis. Ils ont été remboursés sur le Ils ont burné pendant 3 ans. Le contexte de l'acquisition d'Activision a fait que
voilà, il y a eu une pression à ce que Activision gère le sujet rapidement. Les clubs sont pas mal sortis. Tu te souviens, pour rappel, la deuxième année ou la troisième année de l'Overwatch, c'était n'importe quoi, on trouvait le prix délirant. C'était des slots à 40-50 millions. Oui, mais pour le coup, là, c'était nous, à l'époque, on avait regardé. Bien, qui sont aujourd'hui les défenseurs des ligues fermées. J'étais allé voir la présentation de Blizzard d'Overwatch, j'étais ressorti en rigolant. Mais c'est complètement fou, quoi. La manière. C'est pas la ligue le sujet, mais le prix. Mais c'est qu'en fait ça, c'est que finalement dans toute ta réflexion, Drijo, il y a aussi beaucoup le fait de devoir payer qui rentre quand même là-dedans. Il y a le fait de devoir payer, qui est déjà une mobilisation d'argent sur un asset qui pourrait servir à autre chose pour les clubs. Donc ça, c'est la première chose. Mais tu ne lèverais pas cet argent sans la ligue. C'est aussi là où ça se mord la queue, ton point. Non, c'est... moi, j'aurais jamais levé ce qu'a levé Vitality sans l'arrivée des ligues fermées. Oui, mais t'as levé de l'argent qui est parti dans l'immobilisation. En partie dans l'immobilisation. Non, et c'est là où pour nous ça a été très vertueux, c'est qu'on a levé beaucoup plus que ce qu'il nous fallait pour la ligue. On n'aurait jamais levé ça sans la ligue, et ça nous a donné un coup d'accélérateur de structuration, d'embauche, etc., qui a été excellent pour nous. Ça, c'est ce qui s'est passé pour Vitality. Ça, c'est la belle histoire. Oui, tout à fait. Mais on peut aussi dire qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de clubs e-sport qui souffrent. Pas eu la belle histoire. Et qui ont disparu ou qui ont explosé ou qui se font racheter pour une miette de pain par rapport à leur valeur parce qu'ils ont été obligés de lever des fonds pour rentrer dans des ligues fermées, soit sur des valorisations qui n'avaient pas de sens. C'est pas ça qui les a mis mal. Je sais pas de qui on parle, mais la plupart de ces clubs-ci sont des clubs qui sont rentrés sur le même batch. Le club préféré de Drijo. Fnatic. Alors, ok, mais on peut en parler. Mais légendaire, Fnatic. Non, mais légendaire. Géré de manière légendaire. Non, mais prenons ce cas-là. Il n'y a pas besoin d'être bien géré pour être légendaire. Attends. Il n'y a pas de cause et de conséquences. Mais prenons ce cas-là. Ce cas-là, ils ont payé ce que Nico a payé, c'est-à-dire un tiers de ce que nous, on paye pour rentrer. Donc déjà, on ne parle même pas des mêmes montants. Bien sûr. Et c'est la question sur ce type de club-ci. Honnêtement, je ne connais pas dans les détails comment ils ont utilisé, mais le problème n'est pas dans l'achat du slot LEC. Ah non, il est le problème, il est dans la dépense massive. Je ne connais pas le cas Fnatic par cœur, mais la plupart des clubs qui ont trop levé ont dépensé dans des choses absurdes basées sur des promesses qui n'avaient aucun sens. Mais c'est comme, je reprends mon cas, dire que les levées de fonds c'est de la merde, c'est faux. Lever des fonds en racontant n'importe quoi pour gâcher son argent sur des jeux dont on n'a rien à foutre, en payant des salaires absurdes et à se faire la guerre de qui a la plus grande, mais même pas la plus grande bite, c'est qui a la plus grande levée de fonds, ce qui est encore plus con. Et donc au final, le résultat des courses, c'est que tout le monde a cramé son oseille. Ça, c'était le cas il y a 4 ans. C'est moins le cas maintenant. Mais on en paye encore. Ah oui, on en paye encore les conséquences. C'est vrai que quand je vois les montants de... Enfin, c'est un autre sujet, mais les montants de levée de fonds de cassé... Quand on voit ce qu'on voyait il y a 4 ans et la value de certains qui levaient beaucoup plus... Et tu te souviens, le club... La difficulté, j'imagine, que tu as levé sur le marché. Tu te souviens la déclaration légendaire de Slot qui disait « Je serai le premier club à valoir 1 milliard ». Lever, oui. Voilà, ok. Mais pourquoi, en fait 1 milliard. Et on est un des clubs en Europe qui a le plus levé sur les 2 dernières années. Oui, je sais. Et alors, en fait, la question, c'est presque pourquoi, du coup, qu'est-ce qui a vraiment fondamentalement changé? C'est qu'il y a une rationalisation de la part des... C'est assez simple. Déjà, si tu allumes la télé, l'ambiance n'est pas ouf. Non, mais pour le coup, ça joue sur l'économie réelle. Personne n'allume la télé. Non, mais honnêtement, je pense que ça, pour le coup, tout le monde partagera un constat. C'est assez simple. Il y a 2 aspects. Il y a beaucoup d'investisseurs, notamment les fonds d'investissement, les VC, qui sont rentrés sur des promesses de croissance exponentielle. Or, l'e-sport, et nous, maintenant, on a un truc à nous partager, peut-être, Nico, sur ces promesses. Non, parce que nous, on n'a pas de VC, à part notre premier tour en France en 2017, on n'est pas avec un VC, et c'est très important sur ce qui va suivre. Les fonds d'investissement sont rentrés sur une hype de l'e-sport, en se disant, ça va faire x10, en 5 ans, je ressors, j'ai fait ma thune. Or, l'e-sport, et nous, on est là depuis 12 ans, il grandit extrêmement bien, linéairement chaque année. Mais pas de manière exponentielle. Plus de 10% de croissance chaque année, c'est top. Les audiences ne font qu'augmenter. Oui, il y a des soubresauts, il y a le Covid qui a un boost et après on redescend un peu. Mais globalement, l'e-sport s'intéresse de plus en plus de monde. Donc c'est un super business. Nous, on a envie d'être là pour longtemps. On croit que l'e-sport, ça va être un des sports ou un des entertainments les plus consommés. Nous, on y croit, mais depuis le jour 1. Donc ça va pas changer. Par contre, ceux qui ont dit ça va faire x10 en 3 ans, et ils se sont pété la gueule. Les fonds ont dû sortir au bout de 5 ans parce qu'ils ont un horizon d'investissement, c'est comme ça que ça marche, ils doivent rendre l'argent à leur LP, voilà, donc à leurs investisseurs. Donc ils ont dû sortir, les promesses n'étaient pas du tout tenues, les valos se sont explosés. Donc tu as ce premier retournement qui est la douche froide de l'e-sport winter, et le deuxième événement, c'est plutôt le retournement de l'économie, ou même un petit peu partout, bien au-delà de l'e-sport, les investisseurs ont commencé à se dire en fait, ce qui compte, c'est peut-être pas de grandir fois 1000 le plus vite, le plus gros en dépensant à l'infini, c'est plutôt il y a quoi en bas, est-ce que ça gagne de l'argent? Et ça, ce double retournement-là, ça a secoué l'industrie de manière massive. Ok, belle histoire. Mais... vrai ou non? C'est pas ce qui s'est passé? Ok, non, pas vraiment. Ah bon? Vas-y, dis-moi alors. Okay. On va revenir au sujet des ligues fermées. Qu'est-ce qui s'est passé? 2017, quand ça switch en ligue fermée,
tous les clubs doivent trouver 8,5 ou 10 millions d'euros pour rentrer en LEC. Comment tu fais pour trouver 8,5 millions d'euros, c'est-à-dire te valoriser à 30 millions, parce que tu ne vas pas lâcher 51% de ton capital, tu vas peut-être lâcher 30% de la valeur de ta boîte. Donc comment tu fais quand tu fais entre 1, 2, 3, 4 millions maximum d'euros de chiffre d'affaires pour justifier que ta boîte, elle vaut 30 millions parce que tu dois aller chercher 8,5 millions d'euros. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais un bel Excel, tu bluffes et tu survends. Voilà, le péché originel. Mais le péché, il est chez les investisseurs alors. Il est lui qui va dépenser les. Non mais ok, ça va aussi dans celui qui a raconté n'importe quoi. Voilà. Oui. Donc, attends, excuse-moi. Donc le péché originel, il vient de là. Il vient du fait que en 2017, si tu veux être en LEC alors que tu es en LCS, excuse-moi, on l'a vécu, on était ensemble. Il fallait que tu trouves 8,5 millions d'euros. Comment tu fais pour 8,5 millions d'euros? Tu dis que ta boîte, elle en vaut 30. Comment tu fais pour justifier que ta boîte, elle en vaut 30? Tu fais un magnifique Excel avec un business plan, des explosions. Je rappellerai quand même qu'à l'époque, on croyait tous assez sincèrement sur les droits médias, à l'explosion des droits médias. Voilà. Et pour le coup, et ça, c'est pour le coup, c'est pas un blabla, puisqu'on en parlait tous dans ces mêmes émissions. Moi, pour reprendre les émissions, peut-être jamais cru. D'accord. Très bien. Mais toujours pensé que c'était de la merde et que ça existait. Moi, le premier, sincèrement. Et je le pense encore aujourd'hui. Je pense que c'est pas le cas de tout le monde autour. Ah oui, on en avait discuté. Mais en tout cas, c'était une croyance large dans l'écosystème et qui était beaucoup plus qu'une croyance opportuniste. Non, mais donc le sujet. Pour moi, le vrai problème, il vient de là. C'est-à-dire que tous les clubs e-sport européens ou nord-américains, les nord-américains avaient un an d'avance, ont tous levé beaucoup d'argent pour se payer des slots en ligue fermée sur des valorisations débiles de leur business. Tu dis un peu comme moi. Non, mais attends. Et donc, 3 ans plus tard, tu sais très bien comment ça fonctionne. Tu l'as vécu. C'est ce que je t'ai dit. Toc, 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 les actionnaires, ils tapent à la porte, ils frappent à la porte. Même les fonds doivent revendre leur participation. Voilà, et tu dois refinancer. Le problème n'est pas les 8,5. Un peu la même chose. Mais le problème n'est pas les 8,5 millions des premières levées de fonds pour les slots. Le problème, c'est les 20 millions d'après. Ouais, pour le oui, mais parce que tous ces gens-ci, on pourrait croire qu'ils ont levé que 10 millions. Non, mais nous, par exemple, on lève de l'argent uniquement pour payer la LEC, le slot. Mais si ces gens-ci avaient fait ça, avec un système sain de l'autre côté, où ils payent les joueurs avec ce qui est réellement généré, que ce soit merchandising, en sponsor, machin. C'est très important ce que tu dis, parce que t'as raison, mais toi t'arrives après la bataille, donc t'apprends de nos erreurs collectives, tant mieux. Exactement ce que tu dis, c'est qu'à cette époque, et ça revient à mon point précédent, il y avait aussi un horizon d'investissement, un appétit des investisseurs qui te faisait te dire go, construisons le truc le plus énorme. Et donc, on a collectivement trop dépensé dans les joueurs. Mais je me souviens de cette discussion qu'on avait eue ensemble, où on se disait, la ligue fermée va faire en sorte que ça va stabiliser les salaires des joueurs. C'est arrivé, mais beaucoup trop tard. Non, mais il s'est passé exactement l'inverse. Tout à fait. 3 ans. Parce qu'elle était mal formée. Mais parce que s'il y avait eu un salary cap dès le début, mais il n'y a aucune ligue fermée sans salary cap. Oui, mais c'est là où, une fois de plus, c'est la manière dont on fait les choses. S'il y avait eu un salary cap, il n'y aurait eu aucun de ces problèmes. Mais le truc, c'est qu'ils vont piocher quand ça les arrange, une partie ligue fermée. Quand ça les arrange pas, ils disent ah bah non, on est en Europe, ça on fait pas. Mais c'est ça qui est n'importe quoi. Mais c'est la grosse différence entre la NBA et votre ligue fermée et le salary cap, c'est la clé de voûte. Déjà dans votre ligue fermée, c'est pas le cas en NBA. Il y a des drafts, il y a eu les mêmes problèmes. Il y a énormément de trucs qui rendent le truc beaucoup plus sain que le système de Riot. C'était possible. Et l'erreur, elle est pas dans la ligue fermée, elle est dans la manière dont ils l'ont mis en place. Comme à mon sens, l'erreur n'est pas dans les levées de fonds, c'est la manière dont ça a été mis en place. Maintenant. Ce qui est vrai, c'est que c'est plus simple à raconter quand tu viens après la bataille. Et oui, il est sûr que la cassée a appris énormément grâce à Vita, grâce à Fnatic, grâce à G2. Voilà. Après, vous avez aussi levé des fonds. Chez Solary ? Oui. Jamais. Vous avez jamais levé de fonds ? L'actionnariat, c'est strictement le même qu'au début, sauf Chap Egypt qui sont partis. Ok. Alors, il y a zéro fonds levé chez Solary. Je pensais que vous aviez levé un petit peu. Non, zéro. Il ferait jamais une chose pareille. Non, c'est pas un blocage de principe. Alors, j'aime pas parler à la place des actionnaires de Solary parce que ils sont multiples et ils ont des avis qui différents les uns des autres. C'est juste que pour l'instant, alors on a eu des sollicitations de gens qui voulaient investir chez Solary. J'ai fait des rendez-vous avec Sacor à côté pour parler de ça, mais pour l'instant, ils n'ont jamais vu l'intérêt. Voilà, ça va pas plus loin que ça. Les ambitions de Solary sont, pour l'instant en tout cas, couvrables en fonds propres. Mais t'as tout dit, parce que c'est un truc d'ambition. Nous, chez Vita, et je pense que ça résonne beaucoup chez Carmine, on a cette envie d'être les plus gros, les meilleurs, et en effet, ça te fait faire des trucs un peu fous, ça te fait lever trop d'argent, ça te fait prendre vachement de risques. C'est un truc qui va avec l'ambition. Je pense que ça leur je pense que tu peux avoir le chemin d'être les meilleurs. C'est ça. Quelqu'un de gentleman sans te dire tu vas lever des fonds. Alors oui, tu vas pas faire d'être gentleman un exemple réplicable. On va pas en LEC.
Gentleman a par ailleurs une puissance de feu qui est. Si, on veut aller en LEC, mais. Très rare, donc tu peux pas en faire un modèle que d'autres peuvent faire. Moi, je me garderais bien de. Je peux répondre à je réponds juste à Nico. Sur l'ambition. C'est juste que. C'est pas un manque d'ambition, mais c'est juste que le chemin, c'est pas celui-là qu'ils veulent emprunter. Mais c'est très bien. Et si tu avais quelque chose à acheter, tu lèverais. Parce que tu as dit toi-même, on ne sait pas quoi en faire de cet argent. Bien sûr. Mais ça, on en revient à ce que tu dis, c'est aussi une question d'ambition. Je vais même te spoiler un truc. Sur certains sujets, je leur dis, les gars, si vous voulez le faire, ça, il faut lever. Et puis, les levées de fonds internes, moi je le dis, Xavier, tu étais là à ma place, donc tu le sais, il y a eu des levées de fonds internes à la Carmine, financées par quoi les fondateurs, créateurs de contenu. Bon, ce qui a payé le slot code, j'imagine, qui a peut-être eu un petit peu d'aide. C'est pas vraiment de la levée de fonds. C'est pas une levée de fonds, pas une levée de fonds, parce que c'est un influx de cash nécessaire pour acheter quoi ? Des assets. Oui, c'est pas une levée de fonds, c'est de l'investissement dans ta société, quoi. Pas une levée de fonds. Je te laisse parler maintenant. Non, mais je posais la question. Non, mais je disais on parlait des ambitions. On parlait des ambitions. À un moment, celle de Gentleman aussi d'aller en LEC, ou équivalent. Non, on n'achètera pas un slot en LEC. On dépensera pas 10, 12, 15 millions pour aller en LEC. Même ton ADN, ça. Je pense que si la LEC, si c'était un modèle ouvert, on irait plein pot ou plus sur League of Legends. Et je pense que tout le monde le ferait. Si t'avais l'occasion. Ah oui, nous les premiers, je vais te dire que peut-être nous on investirait peut-être plus si c'était parce qu'en fait on aurait l'espoir de se dire. Mais là en fait il y a ce mur de verre que veulent pas faire les actionnaires et qu'ils n'ont pas voulu faire. Donc de toute façon. Pourquoi investir plus dans un jeu où de toute façon t'es capé. Mais quoi que tu fasses, ça c'est l'effet pervers d'une ligue fermée. Et on le connaît depuis le début et c'est dans les plus et moins et ça a toujours existé. Et ça existe à l'échelle de l'Europe, tu vois. Donc. Mais s'il y avait une passion particulière comme Mate avec Code, il y a un achat d'un slot. Le problème n'est pas la ligue fermée, c'est le prix à payer pour rentrer qui est exubérant au regard de l'économie aujourd'hui. Mais clairement. Mais il y a des très bonnes ligues fermées. Je trouve que Call of Duty, au regard des critères même de ce que ça génère en skin, etc., est une très bonne ligue fermée. Et simplement, il faut qu'il y ait une maîtrise du prix de vente. Et une fois de plus, c'est dans la manière dont tu le mets en œuvre. Si Riot avait limité le prix d'achat du slot en disant vous savez quoi, vous avez mis 8,5, donc vous ne pouvez pas sortir pour un prix supérieur à 8,5, peut-être que les choses seraient un petit peu différentes. Mais si la Code League était ouverte, si c'était une ligue ouverte, on y serait aussi, et tu y serais probablement aussi. Ou mais donc, aussi, à la fin, on dit aussi que ce qui nous passionne, ce qui est notre ambition, quel que soit le modèle, on va se démerder. L'exemple Carmine, c'est crucial. C'est évidemment pas rationnel sur l'économie de ce move-là, mais ils avaient envie de le faire. C'est leur cœur, c'est leur histoire. Et nous qui voulons être beaucoup de fruits. Nous qui voulons être partout dans toutes les ligues majeures, dans tous les e-sports majeurs, pour nous, pas de question. Pareil, on va être en LEC. En fait, c'est un peu ça, c'est que de toute façon, il y a des modèles qui sont très différents selon les jeux, et donc à partir de là, ce qui est très particulier, c'est que vous, en tant que club, vous avez un modèle économique de club, qui vous concerne directement, mais à l'intérieur de ce modèle économique-là, vous êtes dépendant des modèles selon les ligues. Et moi, la question que j'ai envie de poser, c'est est-ce qu'aujourd'hui, vous avez l'impression, surtout les clubs qui sont engagés sur plusieurs jeux, qu'il y a un modèle qui fonctionne mieux que les autres, où vous vous dites, OK, là, c'est plus rentable. Moi, je vais étendre la question. Quand je regarde Counter-Strike, quand j'entends ce que j'entends sur Counter-Strike, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça l'est. Mais est-ce que c'est vraiment il y a un point important aussi, c'est que Counter-Strike est le meilleur modèle économique pour nous, mais probablement pour pas mal de mauvaises raisons. D'abord, il y a un élément qui est ligue fermée, ligue ouverte, qui n'a rien à voir, c'est Valve met des stickers aux couleurs des équipes et ça rapporte plein d'argent. Voilà. Riot pourrait le faire de manière beaucoup plus grosse, ça n'a aucun rapport avec ligue fermée, ligue ouverte, c'est la distribution de l'argent de l'éditeur. Deuxièmement, Counter-Strike est aussi un écosystème rentable puisque c'est beaucoup plus Valve en fait ne dit rien, on fait un peu ce qu'on veut et donc tu as des catégories sponsoring qui sont interdites côté ligue et donc ça se monétise mieux tout simplement. Donc et c'est pas forcément des bonnes raisons. En fait c'est bizarre, c'est que Riot est un éditeur qui fait beaucoup mieux les choses que Valve. On s'assoit à table avec qui on discute et pour autant CS est un écosystème économiquement supérieur alors que Valve ne fait rien. Donc c'est très bizarre et un peu contre-intuitif. Mais il y a plus d'argent qui est distribué. C'est quoi les critères d'une bonne ligue ? Il faut un jeu qui marche, sur lequel déjà il y a des joueurs, parce que c'est le problème, parce que l'éditeur ne va pas investir s'il n'y a pas assez de joueurs, et c'est probablement un des sujets sur Rocket League, et s'il y a des joueurs, c'est bon. Donc c'est pour ça que Counter-Strike est un très bon jeu sur lequel être. Il faut un système dans lequel ce que tu crées comme marque, que ce soit par des créateurs de contenu, par du marketing ou autre, sert la cause, c'est les stickers, c'est les bagnoles dans Rocket League, c'est whatever dans LoL, mais c'est ce qui manque. Et enfin, c'est un système dans lequel tu as un storytelling avec un investissement, que ce soit par l'éditeur ou un tournament organizer, sur lequel tu as de la valeur dans la production. Du spectacle. Et du spectacle, de l'entertainment. Voilà les trois critères. Et ça peut être une ligue fermée, ça peut être une ligue ouverte, ça peut être semi-fermée, semi-ouverte. Au fond, d'une certaine manière, on s'en tape.
Tu t'en tapes si t'en fais partie, mais tu t'en tapes pas si tu peux pas en faire partie. Dans le cas d'une ligue fermée, quoi. Oui, donc du coup, le problème devient, c'est ce qu'on disait après, plutôt les frais d'entrée que plein de clubs voudraient être dans le Dream CS et n'ont pas les moyens, alors que c'est ouvert. Tu vois, c'est encore pas complètement un sujet de ligue fermée. C'est trop cher. Être dans le top 15 CS, c'est méga cher. Et c'est ouvert pourtant. Oui, mais... vous irez peut-être un jour. Ça vous coûtera est-ce que les Mongols, c'est très cher? Non, mais Gamer Legion, est-ce que c'est très cher? Gamer Legion. Non, attends. Ils n'ont pas investi des millions. Legion n'a jamais gagné un grand trophée sur CS. Mais ok, ils sont dans le top 15. Être dans mid-tier sur CS, c'est jouable. Aller soulever Cologne Katowice, c'est une élite. Oui, mais c'est pour ça, si tu vas sur ce jeu. Si tu vas sur CS un jour, mais il n'y a pas que l'argent. Mais il n'y a pas que l'argent. Sinon, tu aurais gagné 10 fois la LEC. Évidemment qu'il n'y a pas que l'argent. Mais il y a quand même la capacité de se dire qu'on peut gagner. Je pense que ça fait partie des critères d'ambition. Ton élément qui est, toi, tu ne peux pas aller en LEC, s'applique à plein de clubs qui ne peuvent pas aller sur CS. Alors que c'est ouvert. Nico. Pourquoi? Non, c'est pas pareil de dire. Pourquoi ça n'arrive pas sur CS? Il adore CS. Non, mais il adore CS, mais c'est pas le cas de tous les actionnaires. Mais Nico, c'est pas pour ça que vous y allez pas. Pas de parler à Drijo pour m'empêcher de répondre. Attends, vas-y. C'est bien vu. Non, je t'écoute. Non, mais tu peux. Il y a structurellement, tu ne peux pas perf sur LoL en LEC si tu n'achètes pas, si tu n'y es pas. Oui, c'est juste. Voilà, sur CS. Il y a une performance qui est liée. Enfin, il y aura pas liée à l'argent. Les 3 ans, les Mongols, si tu veux acheter un run de malade, oui, mais il y en a plein. Il y a Maus eSports, il y a Gamer Legion. Il y a Team Spirit. Il n'y a pas que ça. Tu vois. Non, mais ok. Mais s'il faut dire que c'est pas que. Mais moi je veux dire que je dis que plein de clubs n'y vont pas parce qu'ils n'ont pas les moyens. Il faut dire que CS c'est un super e-sport. C'est une évidence. C'est génial, c'est incroyable à regarder, le storytelling est génial, etc., etc., etc. Simplement, les joueurs gagnent très très bien leur vie, probablement parce qu'ils génèrent énormément. Super. Et puis ensuite, il y a des blocages, par exemple pour nous, les histoires de betting, etc. On pourrait trouver des machins. Mais c'est vrai que avec ce storytelling de on veut tout gagner, être champion du monde sur tous les clubs, etc. Ça ne tient que si tu es déjà éligible à gagner, pas tout de suite, mais au moins sur un temps maîtrisable sur le jeu. Et c'est ça qui est important. Bon, pour moi, il faudrait arrêter des jeux pour aller dessus. Pour l'instant, c'est pas le choix qui est fait. Peut-être que ça arrivera un jour. Mais CS, c'est une super scène e-sport. Ça, ce que je veux dire, c'est que, en fait, juste pour rebondir sur ce que tu disais, sur les 3 critères que tu as dit, en fait, encore une fois, ils sont pas liés au fait que c'est une ligue fermée. C'est-à-dire que ce serait une ligue comme la LFL et inversement, sauf que dans une version alternative où Carmine, je prends ton exemple, aurait pas réussi à lever les fonds, tu serais toujours stuck en LFL. Et puis Kamel, il serait en train de ouin sur son stream, et ce serait terrible, tu vois. Alors que dans le storytelling logique, tu vois, de ce qui se passe en Europe dans le foot ou de ce que tout le monde, même moi, même toi, aurait voulu voir autour de la table, on aurait voulu voir Carmine monter et aller. On aurait peut-être voulu voir Vitality descendre une année ou deux. Mais c'est mesquin. C'est hyper mesquin. Je le dis, j'adore votre je plaisante, tout va bien, t'inquiète pas. Ouf. Mais on vit très bien, il n'y a pas de problème. Tu vois. Donc, ce que je veux dire, c'est que le critère n'était pas sportif. Le critère n'était pas dans l'émotion de la fanbase. Le critère, c'était est-ce qu'on a réussi à aller chercher les thunes. Et c'est terrible. Et est-ce qu'on a réussi à gamble un peu sur ce que Kamel et Prime ont construit ouais, tu vois, il y a un côté gamble qui est pas méritocratique, tu vois. Oui. Et ça, moi, ça me dérange. Oui. Même s'il y a une forme de mérite quand même à aller trouver. À aller trouver la thune, mais je suis d'accord avec toi. Parce que c'est pas juste. Mais il est sur des critères qui m'intéressent pas et qui sont que je trouve bidons, tu vois. C'est tout ce que je dis. C'est parce qu'il faut quand même certains critères pour lever des fonds. En tout cas aujourd'hui, à l'époque, je n'y étais pas, je ne sais pas. Si, à l'époque aussi, il fallait savoir jouer de la flûte. Mais voilà. Mais aujourd'hui, en tout cas, il faut quand même avoir créé un business solide, résilient, avec des sources de revenus, etc. C'est un travail titanesque et qui est une forme de méritocratie. Maintenant, est-ce que j'aurais préféré aller lever 8 millions, c'est-à-dire payer le même prix qu'eux, peut-être un peu d'inflation sur la route, mais plutôt que 20 et compagnie, évidemment. Ou lever 0 et utiliser ta thune pour faire construire toi-même ton stade et faire nous n'aurions pas levé d'argent. Oui, mais tu l'as dit toi-même, en fait, l'argent que tu as levé, il sert à payer l'asset. Donc, de toute façon, tu serais... Mais l'asset vient avec un package de paiement de la part de Riot qui est jamais vu, en minimum garanti, sur les autres ligues. Oui. Et qui n'est pas forcément lié au fait que la ligue soit franchisée, tu vois. Alors ça, pour le coup, si. Non. Riot, alors, je vais te la faire très simple. En fait, si on n'avait pas payé ce prix-là, Riot n'aurait pas maintenu de tel MG pour les clubs quand le business qu'ils génèrent n'est pas du tout à cette hauteur-là. Ils sont obligés de faire. Mais c'était ce qu'Arthur disait. Sinon, c'est un scam. Je disais non, Arthur. Je reprends en train de nous dire on s'est fait scam, donc il faut bien faire une contrepartie. Je contredis Drijo qui disait que c'était pas lié. On soit clair, il y a un minimum garanti qui est en millions.
de la part de Riot, avec maintenant des systèmes qui sont en plus liés à la performance. Justement, le système maintenant est encore plus... j'espère quand même, parce que... Oui, non, mais avant, c'était pas le cas. Maintenant, c'est lié à la performance, c'est lié à l'audience, c'est lié à ce que tu génères de manière en plus. Puis ensuite, tu as des petits bonus, les emojis, comment ils appellent ça, là, les emotes, etc., etc. Mais ce que tu reçois, si tu gères bien, on l'a prouvé, on peut gagner la LEC juste avec ce que tu reçois de Riot. Le problème, c'est tout le truc supplémentaire où les mecs vont bombarder, et c'est là où il y a un système, à mon sens, qui est tout à fait possible, mais ça fait partie de la raison pour laquelle on paye. On reçoit, en globalement 10 ans, tu reçois littéralement ce qu'aujourd'hui, on paye en prix d'entrée. Voilà. Donc c'est un cartel. Non, j'exagère un peu. La LFL est un cartel. Ligue fermée est un cartel. Mais de toute façon, des minimums garantis aujourd'hui, il y en a quasiment partout, de toute façon. Alors ils sont pas à la hauteur de ce qu'il y a en LEC. Je peux te dire que le minimum garanti en LFL. Non, Rocket League, on a un peu évolué le modèle, mais en gros, c'est des trucs marketing. Mais t'as pas de minimum garanti de participer à Rocket League. Fortnite, sauf erreur de ma part. Non. C'est pas le cas. Chaque jeu, ça va faire. Non. Ça n'existe pas. On peut continuer. Est-ce qu'il y a un minimum garanti sur Valorant? Alors, sur CS, je peux te répondre. Il y avait des minimums garantis exceptionnels dans le cadre des ligues fermées, mais c'est là où en fait on va revenir aussi à la puissance des clubs versus les éditeurs et les organisateurs de tournois. L'avantage très fort pour les clubs des systèmes plus ouverts, c'est qu'on va mettre en compétition les organisateurs de tournois. Et donc, ils vont se battre pour nous avoir. Et quand c'est les organisateurs de tournois qui se battent pour nous avoir, là, on peut dicter de belles conditions. Donc, même avec Valve qui a interdit les modèles de ligue type ESL Pro League et Blast, toute l'année dernière, je l'ai passé avec mes compères de CS à aller mettre sur pied les nouveaux deals. Et donc, on arrive à être quand même très bien rétribué parce que, en fait, en tant que club, on peut dire aux organisateurs de tournois, si j'ai pas un modèle vertueux, bah, je viens pas. Et ça, c'est très puissant. Voilà. Et donc là, encore dans la puissance collective des clubs, finalement, les modèles où on est moins dépendant d'un éditeur sont plus forts. Et c'est un peu un autre sujet. Ça revient au sujet de les ligues fermées, c'est pas top. Ça revient dans ce cas au sujet d'un éditeur qui contrôle tout et dicte ses conditions. Mais en fait, les ligues fermées, c'est pas top. La NBA, c'est top. Mais tout dépend par où tu regardes, en fait. Tout dépend de la direction. Moi, le modèle qui est fait par Riot, voilà. Alors, encore une fois, je parle de mon point de vue. Je pense que j'ai jamais regardé la LEC. Ça ne m'intéresse pas. Par rapport à la LFL, tu vois, où je sais qu'il y a un up and down. Donc, t'en parles depuis 4 ans sans avoir jamais regardé. Là, quand même, c'est terrible ton affaire. J'ai regardé les matchs de Carmine, j'ai regardé certains matchs, je regarde les G2 versus Fnatic. Mais le storytelling overall de la LEC, je trouve ça inintéressant as fuck, quoi. Tu vois, personne descend, personne monte. C'est qui va se qualifier. Les Worlds, c'est cool, tu vois. Mais la LEC, c'est aseptisé. Ça m'intéresse absolument pas, quoi. Un bon Splice SK à l'époque. Ah ouais. Même toujours. Attends, Splice SK, c'était avant. Splice SK, c'était la première version de la LEC. Mais la LFL est une super ligue à mon sens. Ah ouais, la LFL, c'est top. Ouais, c'est un peu fermé. Parce que j'ai pas envie de... Bertrand, t'y es, donc c'est top. Non, franchement, je pense que il peut descendre. Je peux tous descendre de LFL. Parce que c'est très protecteur. Sachant que rentrons dans... Dis ça à Aegis qui a peu de chance de descendre. Peu de chance. Voilà. Ça arrive quand même. Easy Dream, ils sont descendus. Après, on peut quand même être honnête. Si un de nous quatre descendait en LFL, il y a de fortes chances que le dossier passerait pas. Qu'on récupère le slot du premier ta ligue ouverte et les dés sont un tout petit peu pipés. Il y a quelques clubs qui sont à LFL aujourd'hui et avec le même niveau en D2, je veux dire, où des dossiers sont assez intéressants. C'est moins vrai depuis cette année, mais... Oui, mais donc ça prouve bien que ce qui compte, c'est la puissance d'un club. Non, mais ça, en gros, tout d'un coup, l'ouvert devient fermé, CS, le semi-ouvert devient quand même plutôt bien fermé, LFL, etc. Et c'est pas mal. Mais en fait, je suis ni pour le chaos, encore une fois. Forcément, le sens de l'histoire, c'est les ligues fermées. Donc, je suis en train de te dire que j'aime pas les ligues fermées et je changerai pas d'avis. Mais je suis pas non plus pour un chaos total où je sais plus ce que c'était, l'équipe tueur qui s'était qualifiée. Enfin, tu vois, on voulait pas d'équipe tueur en LFL, ça n'a aucun intérêt. Oui, je sais plus comment elle s'appelait l'équipe. Elle avait un nom. Bon, bref. Donc J'ai pas la ref là. Ouais, non, mais c'est pas grave. Il y a des équipes qui forcément se qualifient et dont on ils font n'importe quoi, ont des sponsors pourris, traitent mal leurs joueurs. Et c'était aussi une des promesses de la ligue d'avoir des équipes validées. Mais encore une fois, est-ce que c'est très lié au fait que ce soit une ligue fermée ou pas? Non. Enfin, on tourne un peu en rond. On tourne beaucoup en rond. Mais si on met avec plaisir. Si on met à jour la phrase, on a dit plein de choses intéressantes. Si on met à jour la phrase de Nico, c'est le sens de l'histoire, c'est les ligues semi-fermées. C'est ça, très bien. Pas mal. Est-ce que c'est ou semi-ouvert? Moi, je suis d'accord avec Monsieur le Président. Oui, mais semi-ouvert, semi-fermé, en fin de compte, c'est les mêmes ligues de toute façon. On est
d'accord pour dire. Merci Arthur. On est d'accord pour vous dire qu'aujourd'hui, le VCT a appris des erreurs de Riot et pour créer quelque chose de grand. Bon, il y a d'autres problèmes avec les VCT, notamment les formats compétitifs qui sont absurdes. Oui, parce qu'il y a trop de matchs en VCT. Il y a énormément de matchs. Je dois regarder un match tous les jours. On est écrasé par le nombre de matchs. Ah là là. Non mais ça, oui. Mais si c'était une ligue fermée, on en aurait plus. Bah, ça dépend. Je crois que c'était du troll. Oui, du troll. Oui, parce que me semble-t-il. Mais pour préciser pour ceux qui ne l'avaient pas capté, parce qu'en LEC, tu peux finalement te retrouver avec. C'est vraiment purement du troll. Oui, non, je sais que tu es un journaliste très sérieux. Oui, mais il y a des gens qui suivent pas forcément le LEC qui suivent. Et l'année dernière, vous avez joué quoi, 18 matchs, c'est ça, en 7 mois, quelque chose comme ça. Un petit peu. LEC, Ligue fermée. Un petit peu plus. Parce que nous avons rappeler ça. C'est vrai que tout le monde a oublié. Des gagnants Oui, mais c'est pas 7 mois et tout le monde a oublié qu'on a fini quand même 4e de LEC l'année dernière sur le dernier split, qu'on a failli se qualifier pour les Worlds, ça s'est joué à pas grand chose. Et que vous êtes champion. Et que j'espère que tout le monde a bien noté qu'on est champion. C'est admirable. C'est admirable. Je note. Champion de LEC. Qu'est-ce que tu as noté dans ton carnet? Mais j'ai rien noté en fait depuis le début. Non, j'ai rien noté. On n'a rien dit d'intéressant, donc j'ai rien eu à noter. Oui, tu exagères. Non, on a énormément finalement plus que prévu parler des ligues. Alors il y a énormément de sujets qui se sont croisés à ce propos. On a parlé de l'évolution des modèles de ligue. On va devoir balayer le sujet parce que, et pourtant on pourrait faire probablement 2 heures dessus. Mais j'ai quand même envie de poser la question, et peut-être que c'est une ouverture pour la prochaine émission. Mais qu'est-ce qui a changé aussi au niveau des clubs finalement? Est-ce que c'est pas plus ça qui a évolué ces 4 dernières années que les ligues en soi? Moi, je me souviens la dernière émission qu'on a fait où il y avait Romain Bijard invité dans une télé. Oui. C'est exactement. Qui était assez marrante. Où justement on parlait. C'est marrant, c'était le début du co-stream. Il était chez Riot. Il était chez Riot. Et on a sorti des. Bon, on les a pas. On les sortira pour plus tard, mais c'est extra extraordinaire. Et c'est marrant parce qu'on lui parlait de co-stream et il me disait non, mais en LEC, jamais le co-stream, etc. Et moi, je me rappelle du souvenir, mais attends, ça va dépendre de la taille de la vague. Tu imagines que si tu as un club polonais ou Carmine, je sais même pas si ça existait je crois même pas. C'était à quel... Non, c'était 2021. Il y avait Xavier dans cette émission. Il parlait de Xavier. Non. Si, tu venais d'arriver chez Carmine. Si, tu en faisais des tonnes. Carmine, la meilleure du monde, je m'en souviens. Tu m'avais saoulé ce jour-là. Ou alors c'était la fois où il était chez OG, je sais plus. Non. Il a eu beaucoup de casquettes. T'as raison. Il en a pas fait sous la casquette Vital. Il me semble que c'était Carmine sur cette émission-là. Ouais, il venait d'arriver chez Carmine. C'est vrai, il a pas menti. Donc c'est pas le club du monde. Exactement. Là, tu bois du petit lait. C'était 2022 alors. Mais il a changé d'avis. Non, 2021 sur la. Non, mais c'est d'accord. T'as raison. C'est marrant. Et du coup, il y avait Romain. Et tous les sujets qu'on a là n'étaient pas du tout anticipés par Riot. C'est-à-dire le co-stream, il disait non, nous on veut un produit de qualité. Et moi je me souviens de lui répondre, on s'en fout de la qualité si les gens préfèrent regarder qu'un mec qui hurle dans sa chambre. Faut revoir l'émission. Ah ouais, elle est hyper vraiment le coup de retour. Je me souviens de ce que j'avais dit et c'était en fait que le co-stream ça allait être un booster, mais aussi ça allait poser plein de questions sur qu'est-ce que le produit. Et là, parce que c'était l'époque où tu croyais encore au droit. Oui. Non, pour le coup, là, soyons clairs, c'était déjà balayé cette idée. Parce qu'il y a eu une émission. Mais par contre, je me souviens, c'est que c'était co-stream boost potentiel énorme, on l'a vu, mais aussi questionnement sur que devient le produit s'il n'y a plus un stream central, et on va être en plein, et on est déjà dans cette question. Mais par contre, moi, je dois avouer qu'à cette époque, je n'avais pas du tout anticipé la puissance de la vague, donc que ce serait à ce point-là. C'est le mot que j'avais utilisé à l'époque. Quelle serait la puissance de la vague? Moi, j'avais pas vu à ce point-là du tout. Ça a pris tout le monde de court, en tout cas à Riot, ça c'est certain. Et là, on le voit même en France, donc tu as eu Solari. Carmine, aujourd'hui t'as JL, t'as ici Japon, t'as machin, t'as tout le monde, tous ces clubs-là. On n'a pas eu le moment où Solari nous dit qu'ils ont inventé le mais moi je dis pas ce genre de truc, mais c'est la réalité parce que moi je l'ai fait le premier rendez-vous LFL avec la passe. Narcus l'aurait dit. Non mais et ce qui est marrant c'est que ça a été anticipé par personne parce que moi j'ai fait le premier rendez-vous LFL au début. Et c'était une condition sine qua non. On a failli pas faire la LFL parce qu'on voulait co-stream nos matchs et qu'on nous disait impossible. On était les seuls en Europe, tu vois. Et bon, Webedia voulait absolument Solari et donc on a réussi à l'avoir. Mais c'était chaud. Hein. Et c'était un truc impensé complètement par Riot. C'était pas dans le modèle en fait. Non, c'était pas dans le modèle. Mais je me rappelle de Romain, on l'a revu d'ailleurs, qui dit ça et qui dit d'ailleurs le co-cast, oui, en fin 2021, mais le co-stream, non, jamais, ça n'arrivera jamais. Parce qu'il y avait déjà à l'époque la montée en puissance de Valorant avec les premiers co-streamers. À l'époque, je m'étais pris un veto à la Carmine sur les EU Masters. Ah oui, c'est vrai. Kamel, il allait caster chez OTP. Il ne pouvait pas avoir les droits sur les. C'est d'ailleurs toujours aujourd'hui le pic d'audience sur une chaîne le plus élevé. Il y avait plus de 300 000 pour l'e-sport. Le plus gros changement, c'est ça. Et
les questions que ça pose dans les... Il y a un truc, c'est... Dans l'e-sport, ce que je dis souvent, c'est que le mec qui te dit « je sais comment ça va se passer dans 5 ans », impossible. Impossible. Là, on est tous à faire de la prospective. On sait tous qu'il y a 5 ans, c'était autre chose, puis il y a 5 ans avant, c'était encore autre chose. Enfin, c'est du pipeau. Donc voilà, on a tous des avis un peu sur la question. Voilà. Ce qui a changé le plus, je dirais, c'est quand même le co-stream. L'arrivée globalement des clubs d'influx. C'est ça, mais c'est plus l'arrivée des clubs de créateurs de contenu que le co-stream. Le co-stream est un élément d'impact. Pour moi, il y a juste un mur de réalité sur les dernières années, c'est-à-dire un club qui n'a pas de fans ne peut plus aujourd'hui vivre comme c'était le cas il y a 4 ou 5 ans. On en revient aux questions par rapport à la fondation des ligues fermées. Je pense que ces clubs-là ils sont le cul entre deux chaises et ils sont un peu balayés parce que il en reste encore quelques-uns. Ils n'ont pas la puissance de feu de clubs institutionnels. Je citais G2, nous, Liquid, à des degrés divers. Vous n'êtes pas dans ce cas-là. Ces clubs que je cite ont des fans, évidemment. Par contre, ils n'ont pas la nouvelle vague d'engagement de clubs d'influenceurs. Mais on a évidemment beaucoup de fans encore heureux et on les remercie tout le temps. Ce que je veux dire, c'est que tu as ces clubs-là avec des fans très structurés, qui investissent, qui ont des top teams, qui ont des super histoires. Je nous inclus là-dedans. Tu as la nouvelle vague surpuissante de clubs d'influenceurs et ceux qui n'ont ni l'un ni l'autre, mais nous, ce qu'ils ont. Mais nous, aujourd'hui, ils sont balayés. Mais nous, aujourd'hui, autant à l'époque, il y a 4-5 ans, tu ne pouvais pas trop le savoir. Tu vois, aujourd'hui, tu le sais. Parce que dans tous les... que ce soit les ligues ouvertes ou fermées, en fait, tu as des skins. Et donc, tu vois le classement des ventes de skins. Et ça te donne quand même un très bon indicateur sur qui a des fans ou pas. Voilà. Pareil sur les ventes de maillots, d'ailleurs. Oui, mais les ventes de maillots, on ne les partage pas. Donc, les partage pas, mais comme ça, à peu près. Mais par contre, les MG, en tout cas, les ventes de skins qui rentrent souvent dans le cas des MG, c'est assez transparent et donc on le voit. Et... D'ailleurs, souvent, la plupart des nouveaux modèles de financement par les éditeurs ou les tournament organizers, les stats de stream, tout simplement, est basé sur justement des variables qui sont soit l'audience, donc en gros qui a le plus de fans, soit les skins vendus, en gros qui a le plus de fans. Et malgré tout, il y a toujours le dernier critère qui est qu'est-ce qui gagne à la fin. Et ça reste quand même les 3 éléments. Mais la plupart des critères maintenant sont basés sur qui a le plus de fans. Oui, mais de toute façon, d'engagement, mais ça revient même. Mais de toute façon, je pense que ça dessine 2 modèles clairs qui se rejoignent. Nous, on va chercher des fans en racontant des histoires de ouf sur la performance. C'est comme ça qu'on s'est construit. Les clubs d'influenceurs... Sur CS. D'accord, si tu veux, Valorant, Rocket League, on est. Enfin, tu veux que je fasse le palmarès de Vitality sur RL. Non, mais bon, non, mais tu vas pas me dire, c'est une attaque gratuite. C'est pas et c'est pas une attaque gratuite, c'est juste là, tu me sors ton beau discours, genre, Vitality, on est basé sur la performance. Ah oui, c'est le cas. Ok, mais tout le monde. Alors, donc, tout le monde dit. Je peux donc faire mon propos. Non, mais Nico, tout le monde dit, nous, on va perdre. Puis-je m'exprimer, cher Xavier. Ok, vas-y, monsieur le président. Vas-y, monsieur le président. Avec monsieur le président. Allez-y, monsieur le président. L'irrespect est total. Donc, tu as 2 typologies de modèles qui se rejoignent. Par la performance, tu crées ton storytelling, tu vas chercher des fans. Tu as ceux qui arrivent avec déjà leurs fans, les influenceurs, et qui vont leverager, utiliser cette commu pour créer de la performance derrière. Au final, tout ça se rejoint et on se bat dans les ligues, on est l'un contre l'autre. C'est 2 manières d'approcher le sujet. Mais ceux qui n'ont pas cette base d'un côté ou de l'autre, et encore une fois, sont balayés. Et c'est là où cette typologie de club va laisser un vide et ça va poser des questions sur l'économie générale. Voilà. Je pense que... Attends, vas-y, excuse-moi. 100% ou presque. Il y a peut-être 9 clubs sur 10 qu'on pourrait qualifier de clubs basés exclusivement sur la performance, c'est-à-dire ceux qui gagnent, sont des clubs qui ont levé beaucoup d'argent. Voilà. Oui. Ah oui, ça c'est sûr. Qui ont acheté leur performance. La performance s'achète toujours. Ouais. Dans tous les sports, la performance s'achète, puisque par exemple, s'il y a un mec qui pop et qui est incroyable, tout le monde va se mettre dessus. Il va être acheté. Quel est ton contre-argument ? Je veux bien, mais... Il y a plein de contre-exemples où c'est pas forcément celui qui a le plus d'argent qui gagne. Évidemment. Non. Ok, donc... En fait, mais ça, non, mais il y a une masse critique. Ça dépend aussi des... Il y a une corrélation dans une certaine mesure. J'ai mal compris, mais encore une fois, le point, il est... Finalement, il n'est pas tellement là, c'est... Ce qui a été un peu bouleversant, c'est l'arrivée de ces nouveaux clubs qui va générer aussi le co-stream, une façon différente de consommer. Globalement, un boost énorme qui continue de faire grandir les sports, donc qui sert à tout le monde. Mais par contre, oui, tu as beaucoup de clubs qui se retrouvent sans identité. Et ça, c'est un vrai sujet. Tous ces clubs qui végétaient, qui étaient là que sur l'argent, parce qu'il y en a quand même pas mal, en effet, qui n'ont pas réussi à construire cette base de fans. Et ça, parce que, encore une fois, des clubs des exemples Liquid... oui, tu parlais de Splice, c'était amusant, mais c'est un très bon exemple. Excel, et puis même, tu peux aller par plus loin. exemple, qui a dû trouver une autre manière de faire. Non, mais voilà, et d'ailleurs, on va avoir cette consolidation-là pour trouver des manières d'exister. Tu peux même aller plus loin. SK Gaming, qui a pourtant quasiment 30 ans d'existence. C'était un de mes clubs préférés quand j'étais jeune et que j'avais des cheveux encore. Mais SK, c'est le AAA moderne qui n'a pas réussi à garder sa marque de légende, qui est toujours là. Pourtant, ils ne sont pas beaucoup challengés sur leur territoire.
En Allemagne, il n'y a pas moult clubs, quoi. Ouais, mais t'as Big qui est apparu un peu. T'avais un mec qui était fort. Non, mais Big, tu vois, mais ils ont jamais. C'est peut-être pas une terre d'e-sport tout court. Il y a aussi qu'en France, il y a des sports qui marchent, des sports qui marchent pas dans certains territoires. Content d'être en France tous, historiquement quand même la communauté d'un engagement. Tu sais, ce qui est marrant, c'est que on a toujours l'impression, quelle que soit l'époque où on est, d'être arrivé à un stade mature ultime, tu vois, dans l'e-sport. Oui, à chaque fois, on se trompe. Tu vois, quand tu regardes Carmine, moi, je réfléchissais à ça en venant à l'émission. Je me dis, Carmine, c'est pas mal, tu vois, ou Gentlemate, c'est un peu le stade ultime, tu vois, un gros influx. Je te dis ça parce que j'ai vu le tweet de MrBeast qui veut acheter aussi un slot. Je me dis, j'ai cru qu'il voulait acheter la Carmine, j'ai eu peur. Ouais, non. T'as eu peur, non, t'aurais kiffé. Non, t'aurais kiffé. Donc, tu te dis, c'est peut-être le modèle top. Et en fait, il va toujours arriver un nouveau jeu, un nouveau modèle, un nouveau truc, tu vois, qui va renouveler le truc. Et c'est ça qui est génial dans l'e-sport, tu vois. Sachant qu'on peut quand même admettre collectivement, parce que je pense qu'on en est tous impactés et qu'on le voit au quotidien, qu'on peut pas arriver, on n'est pas encore arrivé, je pense, au pic de l'e-sport. Ah non. Quand on voit le niveau moyen, en termes de professionnalisation, de décision, de compétences, ça reste encore beaucoup de clown fiesta à plein d'égards. Par contre, Dieu merci, je pense que c'est meilleur. En tout cas, moi, je vois en 3 ans déjà l'évolution. Donc j'imagine que vous, en 10 ans ou 15 ans, j'espère que on part de loin. On part de très loin. Oui, part de loin. Moi, je pourrais te raconter des histoires sur la première qualification de A en LCS. Je fermais mon resto, je partais, je dormais par terre. Enfin, bon, bref. Mais en même temps, c'est la légende. Mais aujourd'hui, ça reste encore un secteur qui a besoin de s'ultra professionnaliser parce qu'on en est encore très loin. Et c'est là où on va pouvoir aller très très haut, je pense. Sachant qu'il y a un truc qui n'est pas encore arrivé. C'est que ces fameux clubs d'influenceurs, donc les plus puissants, Gentlemates, Mad Lion Koi, Carmine, j'en passe des meilleurs, ne sont pour l'instant pas dans l'élite d'un point de vue performance. On y arrive progressivement. Ça prend du temps. Ça prend du temps. C'est un travail parce qu'il y a un gap grâce aux investissements que tout le monde a pu faire. Évidemment, il y a un écart qui est énorme, mais on est encore à des années-lumière de la professionnalisation, que ce soit même en termes d'infrastructures, de joueurs, etc. Et c'est extrêmement long de rattraper. On arrive en LEC, on prend un choc. Ils arrivent sur Code, ils prennent un choc. Et c'est normal. Mais donc ça prouve bien qu'on n'est pas encore au pic. Le pic, c'est quand la Carmine, je prends le cas de la Carmine parce que ça m'arrange évidemment. Gagne les Worlds. Gagne. Mais non, ce n'est plus une question de savoir si on fait les Worlds sur LoL chaque année. Ce jour-là, déjà, on aura passé un cap, mais on n'y est pas encore. Et c'est là où je me dis qu'on a de belles années devant nous, parce que justement, et c'est une des rares choses que je peux reconnaître, il y a plein de choses parce qu'ils sont bons en marketing et tout, aux clubs qui ont levé beaucoup d'argent, c'est que ils ont, même s'il y a eu beaucoup de conneries sur les dépenses sur les joueurs, pas mal investi dans le niveau de performance, ce qui permet quand même pour nous d'avoir un storytelling qui est super long. Et il suffit pas juste d'avoir des fans, de vendre des maillots, de recruter 3-4 joueurs pour avoir atteint le but final du jeu. Et ça, c'est quand même assez chouette. Et c'est là où on peut quand même remercier l'afflux absurde d'argent, parce que ça a permis quand même de monter le niveau de jeu, même si il y a des problèmes qui viennent avec. Ce qui est sûr, ce qui est sûr, c'est que ça prend du temps. Oui, et donc, Vita est là depuis 10 ans, la cassée depuis 5 ans. Nous, mais si tu prends Koi en exemple, nous, depuis 2 ans, tout prend du temps. Structuré, et tu peux pas aller. Déjà, on va très vite. Tout le monde va très vite. Et ça prend dans un univers beaucoup de temps. Dans un univers les gens qui bouge tellement vite, c'est dur de comprendre le temps long. Les fans ne voient pas, en fait, tout ce que tu dois faire qui t'amène à la performance. Et ça, on en parlait tout à l'heure, c'est quand même marrant, c'est que l'e-sport est tellement un écosystème du temps court sur le côté fan. On en parlait au début de First Stand, vous êtes les pires, aujourd'hui vous êtes les meilleurs. Et demain, en 24 heures. Sur CS, c'était encore pire, on regardait des matchs et un round, notre joueur c'est le pire. Je me souviens vraiment des mecs qui voulaient virer RPK à un round. Le round suivant, c'était le tank, le meilleur joueur du monde. Ça n'a pas de sens cette temporalité. Et expliquer aux fans, ça prend du temps de construire, il y a énormément de choses à mettre en place, c'est très dur. Et ça, je te rejoins. Mais parce qu'il y a aussi... C'est un long chemin, un long travail. Et parce qu'il y a aussi des ambitions affichées et un renvoi de la part de certains clubs, notamment Gentlemates, notamment la Carmine, on est ambitieux. On est ambitieux et on a envie d'être à ce niveau-là. Mais n'oublions pas un truc, c'est que les clubs d'influenceurs ne gagnent pas dans le monde sur l'ensemble des compétitions. Mais ils n'existent pas depuis. Mais parce que c'est une question de timing. C'est pas une question. C'est une question conjoncturelle, pas structurelle. Oui, mais je pense que le grand public, par le cas Carmine et le cas Gentlemates, qui est très complémentaire, oublie complètement que dans la plupart des pays, dans la plupart des compétitions, les clubs d'influenceurs ne gagnent pas. Parce que c'est différent d'avoir toutes ces ressources, de grandir, et on a un gap à rattraper qui est délirant. Et ça, je pense que c'est aussi plutôt à la faveur des gens qui sont autour de cette table, parce que la France est un ovni en termes de résultats et de performance. On s'en sort extrêmement bien par rapport au niveau moyen. Et je pense que
ça, c'est aussi un truc qui me semble en tout cas moins important de dire, parce que c'est bien ce qu'on fait, même si on est les premiers à se faire flageller quand ça perd. Même en termes de densité de clubs, on va dire dans hockey, tu vois, j'entends de très gros jusqu'au middle. C'est colossal la France. Ça n'existe nulle part ailleurs. Et le niveau des clubs dedans, elle existe nulle part. Non, il y a une surreprésentation. Bien sûr, il y a une bulle française. Ça n'a aucun rapport avec le débat. Non, mais de toute façon, c'est bien Cocorico. Il y a une petite boucle avec l'introduction parce qu'on arrive au bout de l'heure et demie d'émission. Comme je disais au début, malheureusement, c'est frustrant. On pourrait parler de. Mais c'était l'introduction. Moi, je reste là toute la soirée, les gars. On pourrait continuer de parler de co-stream, on pourrait continuer de parler de clubs d'influenceurs, on pourrait parler de cosmétiques aussi parce que c'est quand même un peu ce qui est en train de changer, de bouleverser un peu l'écosystème. Mais oui, non. Si, non, il faudrait faire comme dans Game of Thrones, tu mets Riot, tu les fais marcher dans la rue, shame, quoi. Tu vois, c'est une dinguerie. Bref. Ouais. On en parlera peut-être. Je suis même pas concerné, je suis pas dans une ligue fermée comme les bourgeois autour de cette table. Tu vois. Je trouve quand même que c'est semi-fermé. Vous auriez pu vous qualifier. C'est vrai, ça. Ouais, alors, tu tapes là où ça fait mal, c'est pas sympa. Techniquement, techniquement, vous étiez sur le chemin. Il y a un moment, vous étiez sur le chemin. Mais alors, c'est autre chose. Et là, tu vois, je te parle d'un avis perso. Parce que les mecs chez Solary, pour le coup, aiment bien Valo. Moi, je trouve que c'est un jeu de merde. Je préfère 10 fois CS. Donc, voilà. Ok. Non, mais c'est totalement subjectif et totalement personnel. Si tu gagnais, tu adorais. Non, franchement, j'aime pas le jeu. CS, je trouve, pour le coup, après, au-delà des considérations subjectives de chacun, a un truc assez unique d'accessibilité aussi. C'est ça. Oui, je suis d'accord. C'est très facile de convertir quelqu'un à CS, ça serait beaucoup plus dur à Valo. J'ai amené mes parents au Major. En quelques rounds, ils étaient accrochés, leur cœur battait à sa fin. C'est incroyable. Et ça, il y a peu de jeux qui ont ça. Rocket League là, mais n'a pas la dimension de CS d'un clutch incroyable. Pour moi, CS, c'est. Non, pas tant. Pour moi, c'est presque plus compréhensible. On sait plus à ce moment. On sait plus. Parce que il paraît que maintenant, les échecs, c'est de l'e-sport. Techniquement, selon l'eSports World Cup Foundation, un petit peu, oui. L'eSports World Cup Foundation. Et va aussi. C'est un journaliste, il est assez renseigné. Non, mais je préviens. Méfie-toi. Non, mais peut-être pour finir, parce que ça rejoint un peu ce qu'on disait juste avant, on a un peu l'impression quand même qu'il y a une instabilité quand même constante, mais est-ce que c'est finalement pas lié à la nature de l'e-sport et au fait d'être connecté beaucoup à des éditeurs pour qui l'e-sport n'est finalement qu'un outil marketing. Et en fait, il y a une semi-instabilité. Sûrement qu'avant. Sur la majorité, justement, c'était la majorité des jeux, on a des contrats pluriannuels. Contrat pluriannuel n'égale pas instabilité. On prévoit maintenant, oui, si tu veux rentrer dans des ligues majeures ou devenir un grand compétiteur au titre, que ce soit sur CS ou n'importe où, là, pour le coup, tu dois aller fort. Donc, soit tu rattrapes le retard parce que tu arrives à générer des revenus par tes fans, soit tu lèves de l'argent pour le dépenser. Je pense que la première solution est la seule solution viable à court, à moyen et à long terme, parce que l'argent ne permet pas de gagner, mais il n'y a pas une instabilité. Nous, on a une instabilité naturelle du fait qu'on ait fait un choix extrêmement risqué, mais pour l'instant plutôt fructueux, d'aller dans une ligue fermée. Mais sinon, je ne pense pas qu'il y ait d'inquiétude à court terme, ni pour nos amis à gauche, ni pour mon ami à droite. Non, oui, je ne pense pas. Non. Mais sur le temps long, et en fait, il y a deux trucs. Sur le temps très long, il y a effectivement des générations de clubs qui remplacent des clubs devenus has-been, quoi. Mais c'est pas grave, en fait. Tu vois, il y a toujours des nouveaux fans. Au contraire, c'est plutôt salvateur que ceux qui ont mal bossé. Mais même pas mal bossé, regarde. Non, mais ceux qui n'ont pas de modèle à la fin ne resteront que ceux qui ont un modèle, qui soit d'un type ou d'un autre. Ils ont pas mal bossé. À l'échelle des actionnaires de Millennium, ils ont très bien bossé, ils ont bien vendu. Mais en fait, c'était un club qui était devenu un peu has-been et du coup qui a disparu et qui a laissé la place à d'autres clubs. Il y a une typologie de club qui ne rentre dans aucune de ces deux cases et qui, en fait, c'est le sens de l'histoire qu'il arrive, c'est les clubs États. Et ça, il n'y a absolument aucune chance, on verra dans 4 ans si je suis encore invité ici, mais il n'y a absolument aucune chance qu'il n'y ait pas de plus en plus de clubs États en e-sport au regard de l'impact culturel et d'image que ça génère. On a un exemple, pardon je te coupe, déjà, plus ou moins. Mongols, c'est pas un club État. Je ne crois pas que c'était l'exemple de mon voisin de gauche. Je pense que c'est plus une histoire de volatile. Falcon est l'exemple frappant d'un club qui n'a aucun modèle économique. Non, mais Mongols, c'est vertueux
Et c'est plutôt vertueux, je trouve. Ils ont un modèle, mais pas un modèle. Mongol, c'est exceptionnel, mais c'est plutôt une anomalie et c'est très sympa comme histoire. Puis ils ont pris un tampon étatique mais ça peut donner des idées à d'autres pays. C'est clair. D'autres petits pays qui vont se servir aussi du sport pour exister. Et là, le club État mentionné par Arthur, me semble-t-il, était un club de type PSG, Qatari, Man City, qui ont un argent infini pour faire du soft power. Enfin, en tout cas, moi, je pense à Falcon. Et ça va être un gros bouleversement. Et je sais pas, tu vois, c'est une question, mais t'en parles, je n'y avais pas pensé. Je sais même pas si ça marcherait dans l'e-sport, en fait. Je sais pas à quel point Falcon. Ah non, attends, marche déjà. En fait, la question, c'est est-ce que la fanbase de Falcon est gigantesque? En Arabie Saoudite, c'est impressionnant. Attention, ne soyons pas justement un peu trop occidentaux. C'est la question que je te pose. C'est très impressionnant, la passion là-bas. Lance la chaîne YouTube de Falcon sur la partie créateur de contenu et tu vas être choqué des chiffres. Ah ouais, mais je vais regarder. Je t'avoue, c'est pas dans mon spectre, tu vois. Et ces clubs-là seront là au plus haut niveau, qu'on le veuille ou non. Ah oui, mais ça c'est sûr. Par contre, ça, j'étais pas inquiet. Et à l'UWC, on se le disait un petit peu tout à l'heure, il y a ce qui m'a surpris en étant en Arabie Saoudite, c'est le nombre d'enfants qui viennent. Et donc, comme, logique, les enfants viennent, ils sont passionnés de jeux vidéo, ils adorent Fortnite, etc., t'as plus de chances d'avoir des joueurs incroyables dans 10 à 15 ans. Ouais, c'est sûr, bien sûr. Mais du coup, c'est presque facile, tu vois, quand on dit, il y a tous les créateurs de contenu, mais en fait, comme il y a quasiment qu'eux, ils ont un monopolistique national qui fait que, évidemment, ils cristallisent tous les créateurs de contenu, tous les gamins qui s'identifient à eux. Donc, enfin, maintenant, il y a pas mal de compétitions. On en revient. Il y a pas mal d'autres nouveaux qui arrivent. Mais avec assez peu ont des vrais modèles viables pour l'instant. Et est-ce que Falcon ne va pas écraser finalement au moment si, ils ont pris de l'avance. Mais ils vont devenir un exemple. Ils vont devenir un exemple pour d'autres États. Est-ce que sans Falcons mongols, ils ont le même tampon tout d'un coup étatique? Bref, c'est vraiment très très différent. Il y a plein de questions. Réalité. Oui, je pense aussi. Mais peut-être que ça facilite une narrative d'États qui vont utiliser l'e-sport pour faire de la communication, comme c'est le cas dans le foot. Oui, dans le sport. Mais je dirais que si on est contre ça, les ligues fermées sont probablement la meilleure protection. Oui, le salary cap en tout cas. Le salary cap. Mais pas que, le fait qu'il y ait des critères d'entrée avec un choix de l'éditeur à la fin. Qui peut dire vous ne rentrez même pas. Moi, je choisira les clubs États, donc je sais pas. Alors, pour l'instant, la seule ligue vraiment fermée en Europe n'a pas fait ce choix-ci. Clairement. Mais si demain ils sont dedans, il n'y a pas le salary cap est la clé. Des clubs États pour l'instant sur Falcon. Il y a eu Falcon, mais il n'y en a pas eu 8, quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est le meilleur exemple. Ouais, mais c'est quand même un exemple. Falcon il n'y a pas 8 clubs États d'acceptabilité. On verra l'année prochaine sur Call of ce qui se passera. Non, mais sur Call of, non? Oui, ils sont déjà. C'est la première année. L'année prochaine, l'année prochaine, ils vont prendre une équipe incroyable. Justement, c'est ce que je dis. On va voir ce qui va se passer. Une capacité infinie, quoi. Mais si aujourd'hui on devait mettre un peu d'argent sur un pari d'amis je suis assez d'accord avec toi. Qu'est-ce qui va changer les choses dans 4 ans? Soit il y a un truc vraiment imprévu, comme les clubs de créateurs de contenu a été imprévu, soit le plus logique, le plus rationnel, c'est l'arrivée de clubs États. Et puis en fait, il y a tout qui pousse à ça. Et puis alors, mais il y a aussi les Jeux Olympiques qui ont poussé les États potentiellement à s'organiser, avoir une bannière. Et donc nous, la France, il y a des clubs, mais tu as des États qui vont juste créer des clubs. Ce qui est beau aussi dans notre milieu, c'est qu'il y a aussi tout simplement un nouveau jeu, tu vois. Mais c'est pour ça que je parlais d'instabilité, c'est que ça fait partie. En 12 ans, on en a vu 2. On a vu Fortnite et Valorant. C'est pas parce qu'on en a vu 2 en 12 ans qu'on peut pas en voir un. Tout à fait crédible que t'en es un. Je prends l'exemple de Fortnite qui a pas eu que des. Mais Fortnite a secoué un truc, tu vois, au moment où c'est arrivé, c'était incroyable. Après, encore faut-il trouver un jeu multijoueur compétitif qui fonctionne. C'est pas les derniers lancements qui ont montré que c'était possible. Et ensuite, il faut qu'il y ait une volonté de l'éditeur, parce que ça fonctionne, d'investir de l'e-sport. Et ensuite, il faut un éditeur qui fait de l'e-sport en estimant que les clubs servent à quelque chose, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les jeux qu'on a cités ce soir. Donc, c'est quand même pas évident. Et qu'il ne se fasse pas racheter par Epic pour faire la même merde que Rocket League. Enfin bon, bref, c'est encore un truc. Mais il peut toujours y avoir un nouveau jeu. Il utilisera probablement Unreal. Donc... ils seront un peu obligés. Bon, je pense qu'on va pouvoir conclure là-dessus. À nouveau, il y avait probablement plein d'autres choses à dire. On reviendra. Oui, c'est prévu. Enfin, en tout cas, il est prévu d'avoir 4 émissions. Dans 4 ans, quoi, les gars, c'était sympa. On refait un point dans 4 ans. Et cette fois, on prend 3 heures. Moi, pas. Moi, probablement. Ou alors, c'est que je suis pas bien en Turquie, pour le coup. Deux choses pour terminer. Alors, la première, c'est que le CIC est partenaire donc, de cette émission. On les remercie. Et dans le cadre de ce partenariat, on a aussi produit une série de contenus vidéo dont on va diffuser un teaser maintenant. Avant de vous remercier, avant de vous dire au revoir, vous allez pouvoir regarder ce teaser d'une série vidéo qui a été nommée CIC eSports Maker Story, si vous voulez tout savoir. On remercie encore une fois le CIC
CIC de son partenariat. La première vidéo, c'est pas très original sur Caliste. Pourquoi ? Parce que pour la une du magazine, on a filmé l'interview qui a duré un peu plus d'1 heure avec Caliste et on s'est dit qu'on avait mis beaucoup trop de choses de côté pour ne pas les utiliser. Ouais, ça n'a rien à voir avec le fait que le CIC sponsorise la Carmine Corp. Alors, je te jure que non, ça n'a rien à voir puisque les prochaines capsules vidéo ne seront pas a priori sur la Carmine. On peut pas reprocher une banque d'avoir du bon goût en termes de. Et puis, écoutez, moi je fais des choix. Moi, je fais des choix éditoriaux cohérents. Peut-être qu'il avait d'autres choses à dire sur le cher partenaire de cette émission. Non, mais écoute, ça permet d'en parler. Donc voilà, on va vous diffuser un petit teaser d'une vidéo qui arrivera dans quelques jours sur Caliste. Donc. Quand Reckless parle de Caliste, celui que beaucoup considèrent comme le nouveau prodige, le dernier de cette lignée de joueurs européens très très attendus, le sauveur de l'Europe, comme même l'appelaient les fans de la Carmine Corp, son club. Quand Reckless dit ça... Who is the best AD in LEC? So Hans, I guess, is going to be up there right away, I think. Et Reckless, il sait très bien de quoi il parle, parce qu'il a beaucoup de choses en commun avec Caliste. Your Summer Split Champions! Je sais que si t'arrives chez Carmine, tu vois, t'es obligé d'être motivé et de vouloir tout gagner. KC just through the G2 legacy. Long may they reign. Caliste a marqué les gens par son style de jeu très agressif, qui rappelle un peu les meilleurs sud-coréens ou chinois. Il sait ce qu'il doit faire s'il veut atteindre ses objectifs très élevés. Il n'est pas là par hasard, par chance ou simplement parce qu'il a du talent. Je me suis dit dès le début, je sais que j'ai un truc à faire sur ce jeu, je sais que j'ai un potentiel et je vais me pousser chaque jour à devenir le meilleur et me donner à fond parce que c'est mon rêve de gosse et j'ai pas envie de rater ça en fait. Il est en train de faire danser les T1 le mode de honneur, il va pas connecter Caliste. C'est somptueux, il les a fait danser. Bon voilà, je vous cache pas qu'en off pendant le teaser, j'en ai pris plein la tronche de la part des gens autour de cette table qui ne font pas partie de la Carmine Corp. Mais non, chacun son tour, tout va bien. Bon, écoutez, merci beaucoup, messieurs. Alors, soyez là pour cette vidéo dans quelques jours. Merci à tous d'être venus, d'être revenus 4 ans après pour cette émission. La prochaine, c'est quand ? La prochaine sera dans 4 ans. Mais non, on a 4. Mais oui, voilà. La prochaine sera fin mai, a priori, donc dans à peu près 2 mois. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a offert une tribune qui vous a manqué. Je sais qu'on en a parlé un peu ces 4 dernières années en off. Certains m'ont dit que ça leur manquait, d'autres m'ont harcelé en DM pour dire... La vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup d'émissions où on a un peu le temps de parler longtemps de ces sujets-là, avec des gens très agréables autour de la table, même si on n'est pas d'accord, c'est pas très grave. Et puis la vérité est très souvent au milieu du guet, tu vois. Donc bon. Et donc c'est bien que cette émission existe. Tu vois, même pas. Et puis moi j'aime bien y participer, et j'aime bien la regarder aussi avec les équipes en général. Donc ça devrait être toutes les semaines en fait. Ça pourrait. Ça devrait être concrètement, ça pourrait être, au moins toutes les semaines. Voilà, au moins. Mais il va falloir un peu plus de CIC pour nous permettre d'être présents toutes les semaines. Après, excusez-moi, mais si vous êtes prêts à participer toutes les semaines, vu le déroulé de celle-là, moi je signe tout de suite. Appel aux partenaires. Tout à fait. On ne peut pas parler de banque. Donc ne me regardez pas. Pour faire une hebdo. J'ai d'autres sujets. Merci encore. Merci à tous les 4. Merci au CIC. Merci à Gozulting qui est à la production de cette émission. On se dit donc rendez-vous en mai et pas dans 4 ans comme Drijoka a voulu le faire croire. Et puis on espère évidemment que ce retour vous a plu. À très bientôt sur l'équipe, sur la chaîne L'équipe, sur Twitch. Bye bye.